Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode hors série de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire consacré au cinéma horrifique. Nous sommes officiellement toujours en vacances, en pleine pause saisonnière de Jumpscare, mais comme promis, on revient brièvement avec cet épisode spécial pour bien commencer l'année. Aujourd'hui, on va parler des films d'horreur de 2025 que nous avons pu découvrir en avant-première lors du PIF, le Festival international du film fantastique de Paris. Ce festival de cinéma incontournable se tient tous les mois de décembre au Max Linder à Paris et propose une programmation bien sanglante, mêlant avant-première, films tout juste terminés parfois encore en quête de distributeur, et œuvres cultes projetées dans de nouvelles versions restaurées. Tout comme l'année dernière, nous avions déjà consacré un épisode au film d'horreur de 2024, une partie de l'équipe de Jumpscare était sur place pour découvrir les pépites du festival. On a donc vu pas mal de films et même réalisé quelques interviews que vous pourrez découvrir dans la saison 3 du podcast. Mais pour découvrir tout ça, il faudra encore patienter un peu. En attendant, on va se concentrer sur les films marquants que nous avons vus, qu'il s'agisse d'avant-première ou de ressorties cultes, prêtes à débarquer bientôt en salle, SVOD ou Blu-ray. On sait que c'est frustrant pour certains que ces films ne soient pas encore disponibles, mais en gros, vous voyez ce podcast comme une grosse bande-annonce de ce qui vous attend sur les écrans en 2025. Petite précision, on ne parlera pas ici des gros blockbusters horrifiques attendus en 2025, comme Destination Finale 6, Scream 7, ou encore les nouvelles productions de Blumhouse, A24, etc. D'une part, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la programmation du festival, et d'autre part, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de notre soutien pour inonder les écrans avec leur campagne marketing agressive. On va plutôt se concentrer sur un cinéma plus indépendant, plus confidentiel, qui mérite vraiment plus votre attention. Alors, si l'un des films qu'on mentionne vous intéresse, n'hésitez pas à aller les soutenir quand ils sortiront sous une forme ou une autre. Et surtout, si vous pouvez vous permettre un tour à Paris un jour, n'hésitez pas à aller au PIF. C'est ultra accessible, pas très cher et bien loin de l'image qu'on peut avoir des festivals de cinéma hautains où l'entre-soi règne. Surtout que la programmation varie d'année en année et propose toujours une grande diversité de films. Cette année, par exemple, on retrouvait aussi bien du Demolition Man que Le Dernier Monde Cannibale. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, les fans de bis comme les fans d'horreur, comme les fans de fantastique, vous serez ravis. C'est un super festival qu'on aime beaucoup ici, même quand il diffuse le dernier film de François Descraques. Sur place se trouvait un tiers de l'équipe de Jumpscare. Moi-même, Romain, était accompagné cette année d'Amélie. Comment ça va, Amélie ? Bah ça va et toi ? Ça va très bien, je te remercie. C'était ta première édition du PIF. Ouais, c'était la première fois que j'allais au PIF et je suis très contente d'y être allée. Et j'espère y retourner peut-être pas l'année prochaine, j'en sais rien, mais j'espère pouvoir y retourner bientôt. T'es resté combien de jours déjà ? T'as fait 3 jours ? J'ai fait 3 jours, ouais. Vous avez fait la petite semaine. Ouais, alors que vous avez enchaîné. Mais moi, j'ai été à peu près voir tous les films sur 3 jours. Ça fait quand même une quinzaine de films, parce qu'il y a quand même entre 4 et 5 films par jour. Donc, c'est quand même pas mal. Je suis rentrée, j'étais bien fatiguée et j'ai chopé la crève. Oui, parce qu'on sous-estime vraiment l'impact mental que ça peut faire d'enchaîner des films. Et c'est vrai qu'enchaîner, ça peut des fois être un petit peu fatigant. Oui, puis tu finis tard quand même. Aussi, et puis c'est Paris. Ouais. L'hiver. En décembre, c'est le côté survival du festival. Mais merci beaucoup parce que on a été très très bien accueillis par l'ensemble de l'équipe du festival, par les bénévoles, par Cyril, par Blanche Aurore. Donc voilà, on est super contents. Enfin moi, merci vraiment, l'accueil était au top. Ouais, tu l'as mérité. Vous avez mérité vos accréditations, on les les lèches-culs. Ah, non, joué, mais il va être content. Pour être bénévole de festival, je sais que ça fait plaisir les gens disent pas assez merci aux bénévoles des festivals, tu vois. Merci les bénévoles. C'est vrai. À côté d'Amélie, on retrouve 2 visages familiers. Enfin, on retrouve 2 voix familières, pour le coup. Max et Softy, les 2 trublions derrière la chaîne YouTube dédiée à l'horreur d'Elevated. Ils sont de retour dans le Jumpscare après notre premier épisode sur le PIF. Comment ça va ? Hello. Salut à tous. Moi, ça va. Softy, comment ça va ? T'es pas du tout dans la pièce juste à côté de moi ? Non, pas du tout, mais je t'entends pas, ça va. Je ferme la porte comme ça, tu vois, j'ai pas le doublon. Bon, okay. Tout va bien. Bah écoute, ça va bien. Hein. Bah oui, merci de nous avoir à nouveau cette année pour cette nouvelle édition du podcast dédié au PIF. Nous aussi, on adore le PIF. Nous aussi, on aime beaucoup ce festival. On aime beaucoup y aller. C'était notre 2e édition, du coup, on se sent déjà bien à la maison. On a passé une super semaine. Nous, on a fait la semaine entière au PIF. Ouais, vous avez fait toute la semaine. Vous êtes des fous. Ouais. On a été moins assidus peut-être sur les journées, mais sur la longueur, tu vois, sur la semaine. Ouais, on a fait tout le marathon, quoi. Après, c'est vrai qu'on a raté quelques films, notamment quelques films en compétition, mais en vrai, on a quand même eu une bonne semaine de films fantastiques et ça reste un festival qui est vraiment super bien ficelé. On aime beaucoup les gens qui le font, du coup,
Bah, pareil, un merci au pif, hein, comme l'a dit Amélie. Combien de films vous avez vus en moyenne ? Je crois qu'on en a vu 15 ou 16. Ouais, quand même, hein. Dans ces eaux-là, ouais. Ouais, par là. Tu prends toutes les soirées, toutes les projections, les œuvres cultes. C'est clair, puis les séances interdites qui se finissent en séance sieste parfois, parce que c'est compliqué de rester réveillé toute la journée. Et puis, Et ça, c'est pas faux. on fait ce qu'on peut, mais non, c'est cool. Il y a un truc un peu bizarre, c'est que t'es super statique, c'est-à-dire t'es assis toute la journée. D'ailleurs, moi, au bout d'un moment, j'en ai trop marre. Mais en même temps, bah, ton esprit, il est actif, donc il y a un genre de gap bizarre entre le fait que tu bouges pas beaucoup, mais que c'est quand même fatigant, quoi. Ouais, et puis faut dire aussi qu'on est au Max Linder, l'écran il est assez fou, du coup toutes les séances se transforment en séances un peu intensives de cinéma, quoi. T'es forcément dans le film à 200%, donc ça brise un petit peu plus. En une semaine, ça finit par faire son effet. Et nous aussi, évidemment, on a chopé la crève, parce que ça, c'est pareil, quoi. Ça, c'est inévitable. C'est la beauté de revenir à Paris, quoi. La crève de post-pif, quoi. C'est sûr. Puis tu croises beaucoup de monde. C'est ça le truc qui est fatigant. Tu cours partout, t'essaies de voir du monde et t'arrives pas parce qu'il y en a un qui a une projection, un qui est en train de boire son verre, un qui est en pause. C'est juste l'enfer. Et d'ailleurs, en parlant de croiser du monde, on a croisé un Very Nasty sauvage qui est venu en scred pour voir son film qu'il défendra tout à l'heure. Et d'autres, on s'est fait 2-3 séances. On s'est fait 2-3 séances ensemble quand même. C'est vrai. Ah, je crois qu'il était venu que pour un film, Max. Non, j'en ai vu 3. Attention, j'en ai vu 3. Pardon. Non, bah, excuse-moi. Paradoxalement, j'étais celui qui habitait le plus près du festival, puisque je suis en région parisienne, mais je suis celui qui allait le moins. Mais voilà, j'ai cette mauvaise habitude d'aller travailler la journée. Ah, mais quelle idée. Mais oui, quelle idée. T'es pas un vrai créateur de contenu. Quelle idée. Je t'ai pas présenté, mais tu es aussi créateur de contenu sur TikTok et Instagram, chaîne dédiée au cinéma horrifique, queer, trash et obscur. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas. T'étais déjà avec nous lors d'un épisode sur Oui. Psycho Beach Party. Oui, pendant votre saison camp d'été, c'était ça ? Oui, Ouais, c'était ça. le Jumpscare Summer Camp. Exactement. C'était les débuts de Jumpscare, c'était encore obscur. C'est Ouais, mais écoute, ça n'a pas changé. La même ambiance, la même déco, tout pareil. la même odeur aussi. C'est vrai. Écoutez, je propose qu'on inaugure ce podcast avec le premier film qui a marqué quelqu'un ici. C'est le film d'Amélie, c'est un film d'horreur qui est taïwanais, qui s'appelle Dead Thailand Society de John Soo. Amélie, c'est un film qui s'est hissé dans ton top de l'année, il me semble. Oui. Qu'est-ce que c'est, Dead Thailand Society ? Alors, Dead Talent Society, c'est un film de fantômes, c'est une comédie horrifique, mais c'est un film de fantômes tout mignon, même s'il y a un tout petit peu de gore, mais c'est quand même mignon. En fait, on est projeté dans le monde des fantômes, c'est-à-dire que dans cet univers, si les vivants n'honorent pas votre hôtel en déposant régulièrement des offrandes sur votre hôtel, en tant que fantôme, vous commencez à disparaître. Et on va suivre comme ça une fantôme qui était un peu loseuse dans la vie et qui est aussi loseuse dans sa mort et qui commence à disparaître parce que sa famille l'oublie un peu. Et pour ne pas sombrer complètement dans le néant, il faut devenir une légende urbaine, une creepypasta, enfin vraiment devenir un fantôme iconique pour obtenir sa licence de hantise. Et donc comme ça, elle va essayer de se faire épauler par d'autres fantômes qui, eux, par exemple, il y en a une qui hante une chambre d'hôtel depuis des dizaines d'années et qui, voilà, c'est le fantôme de la chambre, je sais plus, 306, elle est très connue, tout le monde en parle. Et quand on entretient comme ça votre légende, vous pouvez hanter un endroit et rester un fantôme. Et donc, on va être projeté dans ce monde des fantômes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est face à une galerie de personnages qui sont très attachants et qui ont chacun leurs objectifs. Rester dans la tendance, même si on est une vieille légende, par exemple, faire face aux nouvelles technologies quand on est un fantôme, essayer de trouver sa personnalité, essayer de se défaire de son mentor. Chaque fantôme, comme ça, a sa propre histoire et son propre objectif, même si le personnage principal, effectivement, qu'on suit, c'est cette jeune fille qui est un petit peu nulle, quoi. Elle sait pas faire grand-chose et qui essaye de construire sa légende. Et du coup, on est projeté dans cet univers très, très coloré, très attachant. Et j'avais dit dans ma critique vite fait sur Instagram à l'époque que pour moi, c'est un peu une réponse à Beetlejuice 2. Parce qu'on a ce truc-là qui est qu'on est projeté dans un monde de fantômes où il y a leur administration, leurs règles, c'est leur propre société, ils ont des lieux et on retrouve un petit peu ça dans Beetlejuice où il y a le bureau des morts, ils doivent prendre des tickets, enfin voilà. Et surtout dans Beetlejuice 2, on découvre encore qu'il y a d'autres trucs, il y a un train, il y a toute une organisation sociale des gens morts. Mais pour moi, c'est une réponse à Beetlejuice 2 parce que autant dans Dead Thailand Society,
La morale un petit peu de l'histoire, c'est qu'il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir se renouveler, il faut s'adapter, il faut passer au-dessus des difficultés de la vie et aussi, sans oublier, de se faire des amis morts en chemin. Alors que chez Beetlejuice, il y a quelque chose de très nostalgique et même de très mortifère, aussi bien dans le fond que dans la forme, parce que Beetlejuice 2, c'est vraiment les mêmes personnages qui restent tournés vers le passé, qui sont même poursuivis par leur passé. Littéralement, Beetlejuice est poursuivi par son ex-femme. Et on est comme ça sur des personnages qui font un peu du surplace. Et Tim Burton lui-même fait un peu du surplace. Et il y a un truc où on fait un clin d'œil au spectateur sur le film qu'il a bien aimé il y a 20 ans, mais sans proposer vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que, pour moi, Dead Silent Society, justement, c'est un film sur la mort, mais qui est un peu là pour dire que la mort, c'est pas la fin du monde, en fait, très bizarrement. Et les personnages sont vraiment hyper touchants, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et si vous avez l'occasion de le voir, un petit conseil aux spectateurs, restez bien jusqu'à la fin du générique, la toute fin du générique. Il y a une super surprise qui a bien fait marrer les spectateurs du PIF. Donc voilà, pour moi, c'était mon petit coup de cœur du PIF, et aussi un de mes petits coups de cœur de l'année. T'étais sorti de la salle en disant que c'était un meilleur Beetlejuice 2 que Beetlejuice 2. Bah oui, effectivement. Bah globalement ouais, je suis d'accord avec toi, il y a un truc très Beetlejuice dans la façon dont l'au-delà est représenté et dans le côté aussi mort comique, tu vois, il y a rien de grave dans le film, il y a vraiment pas d'enjeu paradoxalement il y a de l'enjeu parce qu'il y a quand même beaucoup d'affect, il y a beaucoup de ça parle aussi beaucoup de la relation à la famille, ça parle de réseaux sociaux, ça parle de beaucoup de choses différentes, mais toujours avec une forme de légèreté, une forme de folie. Et c'est assez fun. Tous les personnages sont fun, même les antagonistes du film, ils sont quand même assez sympas. Enfin, genre le gros patron méchant, c'est une grosse caricature, mais il a un peu ces scènes patron de la mafia parce qu'il gère ceux qui vont avoir leur permis de hantise. Machin, c'est assez rigolo. Franchement, c'est un bon moment. C'est un film qui est un tout petit peu long, qui a un peu de gras, tu vois, je trouve, mais qui est quand même assez touchant, assez attachant. Puis la morale de fin, finalement. Elle est assez touchante aussi, donc ouais, c'était plutôt une bonne découverte. C'est un ride en tout cas quoi. Quand tu sors de la salle, c'est un petit peu fatigant comme film parce que ça bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses, mais quand même c'est gratifiant. À la fin, t'as vu quelque chose de cool. Softie, toi, de ton côté, t'en as pensé quoi ? Bah écoute, franchement, ouais, un bilan plutôt positif pour ce film. Hein. J'ai vachement accroché à l'idée de départ, je trouve ça vachement chouette. Je t'avoue que je suis pas particulièrement friande de Beetlejuice, donc du coup, je trouve que c'est une super alternative. Le personnage principal est vachement attachant. La morale est très chou, mais j'avoue que du coup là, tu nous disais qu'il fallait bien tenir jusqu'à la fin du film, Amélie. J'avoue, je fais partie des mauvais élèves, j'ai piqué du nez. Du coup, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Il va falloir que je le regarde à nouveau. Apparemment, il y avait une scène post-générique, mais oui, je crois pas qu'on soit il y a une scène post-générique qui est vraiment rigolote. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, on a fait toute la semaine du pif, mais si ça se trouve, on a raté tous les moments sympas de tous les films. On a été très mauvais élèves finalement. Non. Qu'est-ce que tu veux ? Pour ta défense, Softie, le film il a été diffusé le samedi à 14h en plein creux du festival. Oui. Ça, c'est fatal. C'est vrai. Malheureusement. Quand t'es là depuis l'ouverture, donc ça fait déjà le 5e jour, voilà. Tu es tout excusé, je pense. Bon, ça va alors. On va partir vers les Pays-Bas maintenant avec un film d'horreur néerlandais, ce qui n'est pas commun de voir en France, avec Hérésie de Didier Konings. C'est son premier film, qui aux dernières nouvelles sortira en France pendant le premier semestre 2025 sur une plateforme SVOD, d'après ce que nous a dit le réalisateur. Yo, c'est le Romain du futur, juste pour vous dire que entre le moment où on a enregistré ce podcast et le moment où on sort ce podcast, Hérésie est sorti sur Shadows, la plateforme de SVOD horrifique. Ça a été beaucoup plus rapide qu'on pensait pour le sortir, du coup voilà, ça nous a pris un peu de cours. C'est dispo sur Shadows, n'hésitez pas. Softie, c'est toi qui nous l'as ramené ce film. Dis-nous tout. Bah écoute, on est sur un petit film, petit parce que il dure 1h06, donc chez Elevated, nous on kiffe bien quand c'est court et efficace. Hein. Tu m'étonnes. On est sur un film de folk horror du coup qui nous vient des Pays-Bas. Et en gros, pour vous situer un petit peu l'histoire, on suit Frida. On est sur un setup petit village néerlandais où règne la foi religieuse et le patriarcat, hein, forcément. Les deux vont ensemble à cette époque-là. Hein. Et du coup, on suit Frida, qui est une jeune femme qui ne parvient pas à avoir d'enfant.
Donc forcément, c'est mal vu. Les villageois commencent à se poser des questions. Du coup, on commence à avoir des doutes. Est-ce qu'elle ne pactiserait pas avec le diable ? Et du coup, cette pauvre Frida, à un moment, elle se fait agresser par, je crois, le boucher du village. Et pour échapper à son agresseur, elle trouve refuge dans la forêt. Sauf que, y a évidemment toutes les croyances autour de la forêt. Personne n'en ressort jamais vivant. Mais elle parvient à en ressortir. Donc là, c'est à partir de ce moment-là où tout le village est convaincu qu'elle pactise avec le diable. Et donc voilà, Frida parvient à échapper à son agresseur et retourne au village. Et tout le monde est persuadé que c'est une sorcière. Sauf que elle, dans la forêt, elle a vu des choses, elle a expérimenté des choses. Et elle en revient avec une foi retrouvée, mais une foi un petit peu particulière qui va la faire sortir des sentiers battus. C'est un très bon résumé, parce qu'en vrai, c'est pas un film facile à résumer. Hein. C'était bien, ce film, c'était bien. Je suis content que ça vous ait plu. Avec Amélie, nous, on avait pu le voir avant, et on a interviewé le réalisateur, en fait, pendant la projection. Oui. Qui est adorable, au passage. C'est son premier film. C'est un mec qui bosse dans les concept art de base, et qui a bossé notamment sur du Marvel et La planète des singes, le dernier. Ça se voit un peu, finalement. C'est que c'est magnifique, quoi. Mm-hmm. Enfin, je sais pas ce que vous deux, vous en avez pensé, du coup, d'Elevated sur grand écran. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Tu vois très, très clairement, moi, c'était mon premier point. Le film est magnifique, voilà. Il est vraiment très, très, très beau. Le film, il a vraiment une patte particulière. Il a un truc un peu cliché dans sa lumière et dans sa façon d'éclairer les scènes. Mais il y a des scènes un peu folles, oniriques, qui mêlent un peu CGI, effets pratiques, ralenti et symbolisme un peu cool, quoi. Et ouais, la beauté du film, la beauté plastique, la beauté visuelle du film, c'est une de ses grosses qualités. Et aussi le fait qu'il dure que 1h06 et qu'il prend pas la salle en otage avec son histoire. Sur Sens Critique, j'ai lu un avis sur ce film, oui, parce que je fais partie des gens qui sont encore sur Sens Critique. On est des boomers. Et du coup, la personne n'avait pas trop kiffé le film, tu vois, ça l'a un peu laissé sur le bord de la route. Et j'avais lu comme quoi, le film n'avait pas le temps en 1 heure, tu vois, de traiter en profondeur les sujets, que le mélange de SFX et de VFX, notamment sur l'une des scènes de fin, fonctionnait pas tant que ça. Mais je t'avoue que moi, je suis vraiment pas d'accord avec cet avis. Je trouve que il est bien torché en 1 heure. Mm-hmm. Après tout, vu le setup dans un village où clairement t'as rien à part 2 cochons et une baraque en bois, bon, c'est un peu compliqué de faire du nouveau, de faire de la nouveauté. Et finalement, le mélange de SFX et de VFX, je trouve que ça marche vachement bien. Ça permet de souligner, de sublimer ce côté surnaturel et fantastique, qui du coup nous rappelle l'idée de base du film avec la Dame Blanche, ça nous rappelle les croyances. Moi, je trouvais que ça marchait bien, écoute. C'est vrai, parce que les Dames Blanches, dans sa langue originale, c'est Witte Wieven, c'est ça, c'est genre c'est Dame Blanche, quoi, c'est l'ambiance. Oui. Ça avait l'air d'être inspiré de la légende de la Dame Blanche locale. Moi, ça fait partie des films que j'ai vus, Hérésie, du coup, que j'ai vu avec vous en plus, d'Elevated. Oui, c'est vrai, on est écouté. Et je suis hyper d'accord avec tout ce que tu as dit, Softy, surtout sur le côté visuellement très très beau du film. Moi, encore aujourd'hui, c'est ce que je retiens, c'est vraiment les effets, surtout la première nuit dans la forêt. C'est vraiment quelque chose qui m'a imprégné. Maintenant, et le fait qu'il dure qu'1 heure, maintenant, je mets quand même un petit bémol à tout ça parce que je trouve quand même que le plus gros problème de tous les films de folk horror, c'est qu'ils ressemblent à tous les films de folk horror. Et que, avec le recul, à part cette scène-là visuelle très précise, avec ces flashs successifs, j'ai un peu tendance à mélanger le reste, avec un peu de recul, tu vois, passer par là. Voilà, c'était mon petit bémol, mais une fois le temps passé, quoi. Parce que sur le moment, j'étais un peu époustouflé aussi. Mais une fois que le temps passe, c'est vrai qu'on retient plus grand-chose à part ce grand moment-là visuel. C'est vrai. C'est un peu un simulateur de, je vais dire le mot maudit, désolé, un peu Elevated Horror, Folk Horror à 24 qu'on a vu partout ces temps-ci. Oui. Il y a un peu de The Witch, mais en fait, je trouve que contrairement à de l'Elevated Horror, justement, tu vois, le film, il a les couilles d'aller à fond dans les clichés et te mettre ces plans avec la sorcière dans la brume, tu vois, genre totalement. avec une sombre et tout, et d'arriver vraiment genre au cœur du cliché et de pas justement de pas s'encombrer de gras et d'essayer de te faire croire que le truc est subtil, tu vois, genre non, le truc il va dans ta gueule et il y va à 200% et il est honnête par rapport à ça. Du coup, c'est vrai qu'il ressemble un peu à tous les films de folk horror. Mais en vrai, s'il y a un bon film de folk horror qui résumerait la folk horror, ce serait Hérésie, quoi. Oui, il est dans le haut du panier. En 1 heure,
T'as une bête de créature, on l'a dit, et t'as aussi une bête de scène gore dans la forêt au milieu du film avec des effets spéciaux. Pratique pour le coup. Ouais, pratique. Ils vont bosser à du Rob Bottin et Epoch the Thing. On n'en dira pas plus pour ceux qui iront voir le film quand ça sortira en SVOD. Aussi, ça pour le coup, c'est celle-là, tu vois, qui m'a marqué. Moi, c'est vraiment ce truc. C'est ça qui fait plaisir, c'est que il reste pas en surface, quoi. Il hésite pas à te balancer des trucs qui tâchent quand il faut. Et donc ça, c'était vraiment vraiment cool, j'ai trouvé. Même si il y a un poil de frustration sur la fin, tu vois, c'est peut-être la première fois que je dis qu'à ce moment-là, ça mériterait peut-être une scène supplémentaire à la fin. Il y a un poil de frustration, sans spoiler. Pour moi, il y avait un poil de frustration sur la scène finale. Je spoil l'interview comme un gros goré, mais écoutez, on est lancé. C'est aussi parce qu'il pouvait pas faire plus long, parce que c'est un film fait pour des créneaux très prédéfinis sur la télé néerlandaise, il me semble. En télévision. C'est ça qu'il nous avait dit. En fait, ça fait partie d'une anthologie. C'est ce qu'il disait, c'est que c'est un des épisodes d'une anthologie horrifique, et c'est pour ça qu'il avait pas beaucoup plus qu'une heure, et que d'ailleurs il a dépassé de 6 minutes. Mais il avait 1 heure pour raconter son histoire, et en fait c'est une histoire qui est aussi vieille que le monde, quoi. On est sur un truc vraiment hyper basique sur la fertilité, sur la sexualité, sur la place de la femme dans une société. Je trouve qu'en 1 heure, on comprend très très vite vers quoi il va, et ça se suffit à lui-même, quoi, je trouve. C'est ça qui est fou quand tu dis que le film a cette gueule-là, alors qu'à la base c'est un téléfilm. C'est là où tu dis que le gars, il y a du talent derrière, et où que, en traitant un sujet qui a été traité 1000 fois avec des budgets modestes, avec des contraintes des contraintes de production, il a réussi à faire un truc que moi je trouve assez dingue. Et si tu sais pas que c'est un téléfilm, en vrai, je t'en doute pas une seule seconde pendant le visionnage du film. La gueule du téléfilm, putain, ouais, j'avoue. Non mais vas-y, j'en veux plus comme ça, les téléfilms. C'est pas Julie Lescaut, non, clairement. Ah, c'est bien, super bien. Mais du coup, ça a évolué depuis PJ, dis-moi, c'est dingue. Dis donc, la télé néerlandaise met la barre sacrément haut quand même. Hein. C'est clair, vraiment pas ça chez nous. Alors que nous, nos productions télévisuelles françaises horrifiques, c'est Mortel Raclette de François Descraques. Et franchement, est-ce qu'on n'est pas bien là, quand même qu'on est c'est un téléfilm aussi. On se mange une branlée par les Néerlandais. Voilà. C'est un film de VOD, c'est un film de Canal+, qui est déjà dispo sur Canal. Canal, qui est sorti le 25 décembre. Voilà. Et qui était au pif, pour ça qu'on en parle aussi de celui-là et qu'on lui met des petites claques, parce que c'était terrible. Nous, on peut pas mettre de claques, on n'est pas allé le voir. On a choisi de pas aller le voir et d'aller boire des bières dans le bar en face, plutôt que de s'infliger 1h30 de Mortel Raclette, tu vois, genre. Et je pense qu'on a eu raison. Non mais pareil, mais je l'ai vu en VOD. Ouais, tout le monde ici l'a rattrapé plus tard en fait. Nous, on a tous bu des bières, on s'est dit, ça pue, ça pue. On voit le titre, on voit le réalisateur, on sait direct. Donc on s'engage. Même si... Vas-y. Non mais ça encore, c'est l'a priori, tu vois. Moi j'aurais adoré que le film il me fasse dépasser un a priori. Mais c'est pas ce qu'il fait. Donc voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est joliment dit et c'est poliment dit. Parce que j'allais partir dans un trash talk un peu facile. Je pense que c'est ce genre de film qui va... Comment dire, qui veut rendre hommage, mais qui chie accidentellement sur le genre qui parodie. Oui. Et voilà, si vous voulez voir un remake de X de Ty West, sauce humour YouTube 2016, Le Manoir... C'est exactement ce que vous voulez. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, en tant que quelqu'un qui l'a pas vu, moi je m'attendais à un Le Manoir 2 un peu naze à la montagne, tu vois. Mais c'est pas une bonne comédie et c'est pas un bon film d'horreur. C'est un mauvais slasher. C'est un très mauvais slasher en fait. Et du coup, il est ni suffisamment drôle pour que ça pardonne le côté mauvais slasher, et ni suffisamment horrifique pour pardonner les gags qui sont vraiment pas très drôles, quoi. Donc même Mylène n'en voudrait pas. Alors que les mauvais slashers, c'est quand même... Pourtant, ça s'appelle raclette, elle aime bien le fromage en plus. Elle aime la raclette, elle aime le slasher, tout est là. Dites-vous, voilà. Enfin bref, c'était un accident de programmation, ça arrive. Voilà, on vous en veut pas. On va se reconcentrer sur les films du pif. On reglisse quand même que Hérésie, on en reparlera dans le Jumpscare quand il sortira, puisqu'on a une interview du réalisateur qui était adorable. C'est son premier film, faut en parler aussi, c'est son premier long métrage. Donc voilà, ça reviendra dans le podcast plus tard quand il sortira en France dans quelques mois. On va brièvement repasser sur le film d'ouverture du festival, qui était le grand retour au cinéma de Joseph Kahn, réalisateur qu'on connaît surtout pour être un mec qui a fait du clip, qui a notamment bossé avec Britney Spears, Toxic, c'est lui, et Taylor Swift, grand malade, qui a aussi signé quelques chefs-d'œuvre, notamment Torque, La route sans flamme, pour les fans de films de moto un peu speed. Détention, sorte de slasher temporel bizarre, sorti en 2010-2011 avec Josh Hutcherson, qui est excellent.
Il a fait Bodied, qui est un film sur le rap. Alors vous, est-ce que vous connaissiez Joseph Kahn ? Pas du tout. Pas du tout. Non, franchement, moi, Hic, là, c'était le premier Joseph Kahn que je voyais. Ah. J'ai découvert avec ça, voilà. On va en parler. Alors, parlons un petit peu du style de Joseph Kahn quand même avant de se lancer là-dedans. C'est l'équivalent du trouble TDA mis en scène. Oui, un peu. Ouais, non, mais c'est honnête. Non, mais c'est vrai, oui. Le montage va à 100 à l'heure. Chaque plan, il y a une idée sonore, visuelle, tout ce que vous voulez. Il y a toujours un truc. Un plan, une idée. Et sur des films comme Torque, son premier long métrage, ça s'est pas bien passé au niveau de la critique parce que les gens se sont dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ceux qui l'ont vu savent très bien de quoi je parle, c'est que c'est un film qui est hystérique. Et tous ces films sont comme ça. Et en fait, il faut pas y aller en essayant de chercher une sorte de structure narrative classique parce qu'il s'en bat totalement les couilles. Il arrive, gros rail de cocaïne, j'ai une idée, pof, ça part. Il finance lui-même ses films parce que, mon Dieu, mais aucun producteur pourrait lire un script comme Détention, Hic ou Torque et se dire tiens, prends ma thune, tu vois. Donc en fait, il fait plein de clips, et si vous allez voir Joseph Kahn sur IMDb, en fait il a fait les clips vidéo de toutes les stars que vous pouvez imaginer aux USA. Il finance lui-même ses films, avec un peu d'aide des fois de YouTube, par exemple pour Bodied, et il se lance dans de l'autoproduction. Hic, c'est un film qui est aussi du coup produit en partie par lui pour un tout petit budget, et c'était le film d'ouverture. Grosse attente pour ma part, pour une petite déception au final, puisque ça y est, c'est le moment où il trébuche. J'avais trouvé qu'avec Détention, qui est aussi un film de genre, il avait plutôt réussi à bien s'approprier les codes des millennials, de la génération qui parodie un peu, au niveau musical, au niveau de comment ça jouait, du style vestimentaire, etc. Et là, il fait pareil avec la Gen Z, dans un film où une sorte de créature bizarre commence à pousser comme une sorte de racine partout sur le monde. C'est une métaphore du Covid, concrètement. Et cet événement qui est censé normalement alerter tout le monde, bah les gens, quelques années plus tard, s'en battent les couilles, comme nous avec le Covid au final. Et donc, on retrouve un professeur de sciences qui était à l'époque le quarterback originel, le mec qui allait avoir une carrière de fou, qui s'est évidemment fait les ligaments croisés, qui est bloqué dans sa ville natale, qui se rend compte... Les ligaments, tu connais. Les fameux rien ligaments. Quand tu le dis, quoi. Genre, c'est vraiment l'excuse à la con de tous les sportifs qui sont jamais passés pro, tu sais. C'est Ah, ça. mais les ligaments Et, croisés, tu connais, tu vois. ce vieux prof qui est donc joué par Brandon Roos, qui est Superman de Superman Returns et aussi dans l'excellent Scott Pilgrim, qui joue le bassiste fou là, vegan, pour ceux qui l'ont vu, se rend compte qu'en fait la créature, les vignes partout commencent à reprendre vie, à posséder tout le monde et à revenir en force et à bouffer les gens. Voilà. Donc il va essayer de sauver sa fille, qui est une de ses élèves, qui ne sait pas que c'est son père. Ça n'a pas de sens. J'essaie de donner du sens à ce film. Faut pas espérer en avoir. Faut y aller pour l'expérience. C'est un gros ride qui, je trouve, marche dans la première demi-heure. Parce que c'est le Joseph Kahn classique. Il est enragé. Il y a pas un plan qui dure plus de 2 secondes. C'est n'importe quoi. C'est un jukebox de toutes les musiques Gen Z que vous pouvez imaginer sur les 10 dernières années. Après, malheureusement, ça s'enlise un petit peu. C'est beaucoup trop long. Et je trouve que ça parodie très mal la génération Z, et ça devient limite un peu réac. Je peux pas trop spoiler, mais vous verrez, c'est un peu film de boomer dans l'âme, en mode avec les jeunes woke sur leur portable et leur TikTok de merde là. Ah, on peut plus rien dire. Ah ouais. Alors il tape aussi sur les complotistes d'extrême droite, c'est tout le monde se prend des bastos, mais la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est géré, et à force de vouloir trop en faire, ça passe pas. Et rajoute que c'est un film qui est rempli d'effets spéciaux numériques un peu cheapos. Parce que la créature, elle est totalement en numérique, et ça passe pas trop. Et on comprend que c'est du petit budget, mais c'est cheapos. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, qui étiez présent d'Elevated, mais... Bah écoute, moi je vais moins m'exprimer que Softy parce que pour le coup, il se trouve que Storytime dont tout le monde se fout, on avait fait 5 heures de route le jour même, du coup on arrive en séance d'ouverture après, après s'être fait 5 heures de route et traverser 2 frontières. Du coup j'ai regardé la scène, les 20 premières minutes, j'ai rage quit en mode je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je vais dormir, ça vaudra mieux que de continuer à regarder ça. Je me suis réveillé sur la scène de fin et je fais ok, on n'a pas bougé d'un poil, c'est toujours de la merde, et après voilà, pour moi ça a été quel boss. Maintenant c'est très peu constructif ce que je viens de dire, et oui, ça n'avance personne, ça n'avance à pas grand chose. Mais c'est mon expérience du film, en tout cas pour moi, de ce que j'ai vu, vous prenez pas, ça vaut ce que ça vaut. Ça ressemblait un peu à du
vieux boomer qui a regardé Stranger Things et qui s'est dit il y a un truc à faire en long métrage sur la Gen Z, tu vois, genre, et qui reprend presque, enfin c'est presque du tu sais, genre ton daron qui a découvert TikTok, tu vois, genre, mais qui bossait à l'usine, tu vois, genre, enfin tu ouvres TikTok et tu vois ton daron faire un TikTok qui danse, tu sais. Non mais voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ça me semblait un peu gênant. Maintenant voilà, bon, je vais pas trop m'étaler sur le film parce qu'encore une fois j'en ai pas vu grand chose. Moi j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Voilà, peut-être que si je voyais le film en entier, j'aurais plus de légitimité à m'exprimer, mais... C'est sur un truc, là. Softie. Écoute, je vais essayer d'être sympa, mais franchement, c'était douloureux. En séance d'ouverture, c'était assez douloureux. Et bon, il y a la route, hein, déjà, d'une part. Max n'était pas la meilleure des compagnies pour la séance non plus, donc ça n'a pas aidé. Je crois que j'ai jamais vu un type râler autant devant un film. Donc forcément, ça met pas dans de bonnes dispositions. Mais ouais, dès les 5 premières minutes, j'ai complètement décroché, ça m'est passé au-dessus, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et puis cette tripotée de musique qu'on te balance en pleine gueule, je crois que c'était Fear Street qui faisait ça, et la série de films sur Netflix. Au début, j'avais du mal, mais bon, j'aime bien ces films-là, donc finalement ça passe, même si je trouve ça assez épileptique, hein. Ça change très rapidement d'un son à l'autre, mais là, vraiment, dans Hic, moi je connaissais pas du tout le réalisateur. C'était compliqué, j'ai pas apprécié. Je ne pense pas que je le reverrai et je t'avoue que ça m'a même un petit peu inquiété pour la suite de la programmation. Je me suis dit, est-ce que du coup tout le reste va être comme ça? Mais non, finalement le festival était très bien. C'était notre 2e édition, j'ai passé un très bon moment. Mais ça fait partie des petites déceptions, des petits ratés du PIF 2024. C'est souvent le cas avec Joseph Kahn, le premier visionnage, quel que soit le film, il y a beaucoup de rejet. C'est souvent physique. Là, tu as évoqué ce symptôme qui balance 20 000 musiques en 2 minutes. Souvent, c'est un type de montage, de réalisation qui passe pour une séquence d'introduction, pour balancer un peu d'exposition, pour que les auditeurs qui n'ont pas vu le film comprennent. En fait, ce type de montage dure pendant 45 minutes non-stop. C'est que ça n'arrête jamais. Et c'est ça qui peut être... oui, mais détention, c'est comme ça aussi, quoi. Détention, ça s'arrête pas. Soit t'accroches, soit ça t'épuise, parce que en fait, y a tout partout, il y a des bruitages, il y a des sons, la caméra, elle change en permanence de plan. Il y a des mouvements de caméra hyper violents, hyper rapides. Il rajoute des personnages comme il veut aussi, il en enlève d'autres. D'ailleurs, même des fois, dans Détention, tu comprends presque pas les dialogues, tellement, en fait, ils parlent un peu tous en même temps et tout. Enfin, il faut suivre le film, quoi. Soit tu plonges dedans, soit tu... Faut survivre au film. Ouais, c'est ça. Mais souvent, le revisionnage aide. Moi, le premier film de Cannes que j'ai vu, c'était Torque, qui était diffusé, du coup, après Hic, pour bien t'achever directement. Et la première fois que je l'ai vu, ce film, j'ai fait un rejet physique du truc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi? Comment? Deuxième fois, j'ai plus apprécié, et là, le voir sur le grand écran, j'ai transcendé. En fait, faut accepter ce que le film te fait. Une fois que t'es à terre, il vient te remodeler. Tu vois, il fait en mode, t'inquiète, il te caresse en mode, accompagne-moi. Mais voilà. Hic n'est pas le bon Joseph Kahn pour commencer. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Et comme film d'ouverture, c'était audacieux. Et petite question, entre ton premier et ton 2e visionnage de Torque, combien de temps t'as laissé s'écouler? Quelques semaines. Ok, d'accord. Ah ouais? Quelques semaines. C'était pour un podcast que je faisais avant, où on a fait un épisode dessus. Et je me suis dit, c'est quoi ce souffle Fast and Furious de merde? Et après, on l'a revu en live avec notre audience, et je me suis porté... J'ai été courageux, je dis, ouais, vas-y, je le fais pour animer un peu le stream. Et j'étais avec un pote qui, lui, comprend Joseph Kahn. Il a fait, t'inquiète, je t'explique. Ça prend une autre dimension. Mais faut voir Torque, faut voir Détention, tout ça, pour mieux comprendre, parce qu'il y a X, c'est un film qui est un peu raté dans sa filmographie. Voilà. C'est un sous-Stranger Things saison 3, pour mieux englober le truc pour les auditeurs. C'est la même histoire, quasiment. Même type de monstre, même type de design, même type de tentacules bizarres qui infectent des gens, même scénario... Colorimétrie un peu vibrante pop. Le daron paumé qui essaie de gérer sa fille qui est en crise d'adolescence un peu vénère. Tout est là, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'au début, j'avais presque des vibes Twilight. Tu sais, c'est tellement n'importe quoi, t'es tellement dans ce délire ricain, années 2000, fin 90, début 2000, tu vois, genre emo pop et tout, tu vois, genre il y avait un côté Twilight, tu vois, mais je me suis pas endormi devant Twilight, quoi. ça c'est triste. Ça c'est triste. Moi je suis fervente défenseuse de Twilight et je ne trouve pas que ça y ressemblait, c'est quand même nettement mieux Twilight, enfin il y a pas photo.
Ah oui, d'accord. Non, ça ne ressemble pas. Toi, il a été mieux. Faut pas déconner. On va revenir sur la programmation. On a fait le point Joseph Kahn. On va passer à un film radicalement différent qui, lui, a gagné le festival, qui a gagné le Grand Prix, qui était fou. C'est You Are the Universe de Pavlo Ostrikov, qui est un film de science-fiction ukrainien. Qui l'a vu ici déjà? Amélie? Pas vu, malheureusement. Bravo. Bah ouais, non, pour le coup, on était très mauvais élèves. Parce que tu vois, on gonflait le torse en début de l'émission, mais finalement, on n'a pas été si assidus que ça. Non, on n'a pas vu le gagnant. On a vu 15 films et tout. Ouais, mais pas celui-là. Voilà. Mais on a vu d'autres films. Non, mais t'inquiète. Je taquine. Juste, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, on remet en contexte avec Amélie. La séance, elle commence toujours par les programmateurs du festival qui viennent présenter le film. Les programmateurs arrivent et nous disent c'est un film de science-fiction ukrainien qui a été fini récemment, dans lequel un astronaute seul sur son vaisseau spatial voit la Terre exploser et se rend compte qu'il est le dernier humain. Il reçoit des messages audio d'un autre vaisseau spatial avec une femme à bord, une astronaute française, et ils vont commencer à communiquer ensemble et à vouloir se retrouver, tant que justement les deux derniers humains du monde, quoi. C'est un peu un film de SF, romance, bien dépressive, puisqu'on parle d'un truc qui est... Enfin, c'est de la solitude, quoi. Le mec se rend compte qu'il est seul, c'est fini, il n'y a plus d'humanité. Voilà. Ils arrivent, ils disent ce film a été fini récemment, avant le conflit ukrainien, et que pendant le moment où ils l'ont fini et sa diffusion en France, l'acteur principal est parti sur le front, et le superviseur VFX est mort dans le conflit. Dans la salle, il y a une sorte de... Ok. D'accord. Évidemment, pour produire un film de SF en Ukraine, il y a aussi un gros enjeu, parce que c'est pas facile à faire, surtout que le film il est beau, en plus il est vraiment beau. Oui. Il a pas coûté grand chose, mais il y a une vraie économie de moyens. Bah, ça se voit qu'il y a une économie de moyens, mais en fait, ils ont mis le budget là où il fallait, quoi. T'y crois. Il y a aucun moment où j'y crois pas à ce vaisseau, tu vois. C'était une belle claque, réellement. Pas trop en dire. Ah, ça a pleurniché dans le pif. Hein. Enfin, ça a pleurniché dans le Max Linder. J'ai entendu les spectateurs à la fin, ça se mouchait. Séquence émotion dans le pif. Ça a touché le petit cœur des spectateurs. Tu viens au pif souvent pour voir des films d'horreur ou... Enfin, l'année dernière, t'avais Godzilla et l'Enfer des Armes, tu vois. Et là, d'un coup, tu prends ça dans la gueule et ça fait mal. Et le film est magnifique. Sur le fond comme sur la forme, qui a un très beau message et qui prend encore plus de sens quand tu sais que c'est un film qui vient d'Ukraine, qui a été produit pendant un conflit en plus, tu vois. Voilà. On peut pas aller plus loin sans spoiler. Non, on peut pas spoiler le film, mais voyez-le si vous avez l'occasion. Je sais pas s'il sortira, mais voyez-le, oui. Parce que alors j'ai dit que c'était triste, mais c'est aussi un beau film. Faut pas, c'est pas. Je veux dire, ça va pas vous mettre dans un mauvais mood. Pas vraiment. C'est beau, quoi. Il y a Desireless à la soundtrack. Oui. Faut le souligner, c'est l'autre gros point du film. Voilà, jetez-vous dessus. Je suis sûr que ça sortira en France, il fait beaucoup de bruit. Il a gagné le Grand Prix, il fait d'autres festivals, ça sortira d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. L'autre grand film qui était dans beaucoup de pronostics du Grand Prix, c'est un film chinois. C'est Escape from 21st Century de Yang Li. C'est un film de ouf où trois adolescents... Très Joseph Kahn pour le coup. C'est Joseph Kahn corps à fond. 3 adolescents dans les années 90 sur une planète alternative qui ressemble beaucoup à la Terre tombent dans des déchets radioactifs et se découvrent un super pouvoir qui est que quand ils éternuent, ils voyagent 20 ans dans le futur. Voilà. Déjà, le pitch est fou. Déjà, ça vend du rêve, déjà. Le pitch est fou et c'est la chose la plus saine et logique que le film propose. Parce que ça part dans un délire dystopique à base de on va dans le futur tabasser les méchants, mais on est comme dans le passé à gérer nos bails, etc. Enfin, c'est un enfer. Je sais pas si vous voulez décrire le film, allez-y, moi je peux pas. Non, mais il est indescriptible ce film, c'est vraiment très difficile à résumer, et en plus, je pense que le film sait qu'il n'a pas vraiment de sens à 100%, tu vois. Enfin, genre déjà, t'es sur une planète alternative qui ressemble beaucoup à la Terre, ça pourrait être un futur de la Terre, je sais pas pourquoi ils ont choisi d'aller dans cette direction-là. On s'en fout, c'est pas grave, et en fait, c'est un peu ça pendant tout le film, on s'en fout, c'est pas grave, tu vois, et t'y vas, quoi. Et pour le coup, le film arrive bien à t'embarquer. Et je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est quand tu décrivais Joseph Kahn avec des plans très très rapides et tout. Là, pour le coup, je parlais de films éreintants pour Dead Talent Society. C'est rien à côté de Escape from 21st Century. Là, pour le coup, à la fin, t'es fatigué.
Là, Oui. là, à la fin, là, pour le coup, j'ai trouvé le film trop long, quoi. Mais vraiment trop long, quoi. Parce que Ouais, il y a une idée j'arrivais visuelle pas par à- plan, quoi. Ouais, non, c'est compliqué, quoi. Et puis c'est aussi un film qui a un rythme un peu spécial parce que t'as plusieurs fausses fins, un petit peu, quoi. Enfin, t'as des baisses de rythme à partir du deuxième tiers, à partir du deuxième tiers du film, t'as plusieurs baisses de rythme consécutives qui te font peut-être penser à une fin, puis ça repart sur autre chose. Donc, dans sa mise en scène, comme dans son rythme, comme dans visuellement, en fait, c'est quelque chose de très fatigant. Mais il est tellement fatigant qu'une fois le film terminé, la morale qui est d'une simplicité sans nom, elle arrive quand même à te toucher, à te choper Mais oui, et à te, tu vois, à te il te rechoppe à la fin. Tu vois, genre t'es bien, il te chope, tu vois, il fait quelque chose, quoi. Il te rechoppe en 2 secondes à la fin, un beau plan, une voix off stylée, t'es en mode oh allez ça passe, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, j'ai repris le résumé devant moi là pour pouvoir en fait me remettre le film dans l'esprit parce que c'est vrai qu'il est dur à décrire, mais en gros ils partent dans le futur déjouer les plans d'une multinationale machiavélique qui veut se servir du liquide radioactif qui donne le pouvoir de voyager dans le temps pour tuer les gens dans le futur et les supprimer du passé. Enfin c'est... Ça n'a aucun sens, en vrai, c'est très compliqué comme plan de méchant. Et en fait ils en font une métaphore C'est sur la vie. Ils en font une métaphore sur la vie, c'est ça qui est beau. Métaphore qui apparaît au bout de 10 minutes de la fin en mode oui au fait c'est ça le thème du film. Finalement, qui se résume à l'été c'est cool, tu vois, vivez votre vie avec vos potes l'été, c'est vachement bien, tu vois, parce qu'après quand t'es vieux t'as la nostalgie. En gros, c'est à peu près ça le délire du film. C'est totalement ça. Mais entre temps ils te font une game de Tekken taille nature où Oui. pour battre le mec ils vont devoir partir dans le passé pour le déjouer de son futur qui est nul en mode t'es pas un méchant, t'es un gentil pour que le mec en fait redevienne gentil dans le futur. Ça n'a aucun sens. Mais c'est fabuleux. C'est pas un premier film, mais Yang Lee, c'est un mec qui débute et qui a fait ça avec un tout petit budget de ce que je lis. Et le film est d'une générosité assez folle et aussi super drôle. Ça, moi qui m'avait choqué, oui, c'est il que y je a me suis plein de bien blagues qui marré. marchent très très bien, ouais. C'est une sorte de Everything Everywhere All At Once Oui, il y a encore de plus ça, taré. ouais, clairement. Encore plus taré. Et puis on suit un groupe de personnages qui sont des amis de lycée. Et du coup, on les suit à la fois dans les années de jeunesse, dans leurs années de jeunesse, et à la fois dans 20 ans plus tard, quand ils éternuent dans cette espèce de futur dystopique. Et du coup, on voit les dynamiques qui changent entre adolescence et adultes, on voit leur dynamique de groupe de potes soudés qui changent 20 ans après. C'est un film qui est à la fois très simple, mais à la fois très compliqué. Ouais, il est généreux, en tout cas. Ça, c'est sûr. Généreux, c'est le bon mot. Sophie, t'as aimé toi ou pas? Mitigé. Globalement, j'avais bien aimé. Si je me trompe pas, c'est le film qui mélangeait aussi où t'avais parfois des moments un peu d'animation avec du. Oui, c'est vrai, il y avait ça. Un peu à la Edgar Wright, des trucs d'animation dans les plans, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais bien aimé ces idées-là. J'avais trouvé ça fonctionnait bien, en fait. Tu vois, c'est un film de son époque, quoi. Ça marche vachement bien. Même si, en sortant du Max Linder, j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui n'avaient pas trop kiffé. Ça faisait un peu trop, peut-être, Gen Z ou je ne sais quoi. Bon. C'est ça, ils avaient pas aimé l'aspect générationnel du film, quoi. Peut-être que c'est à cause de la longueur que finalement la petite morale, tu vois, touchante à la fin m'a pas trop touchée. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bateau. Mais sinon, dans sa généralité, j'ai bien aimé le film. Parce que c'est vrai que soit ça te touche, soit ça t'a fatigué, ça te touche parce que t'es fatigué, t'es réceptif au message, soit ça t'a tellement fatigué que finalement tu deviens hermétique au message de fin, quoi. Je pense que ça fait partie Clairement. du film, quoi. Clairement. Et formellement, le film, il a son délire aussi, comme tu dis, il y a de l'animation mélangée à du live action, et différents types d'animation. Les bastons aussi sont full CGI, CGI chinois en plus, qu'on reconnaît souvent, ils sont un peu cheapos. Parfois, on change carrément de type de réalisation. Il y a une séquence qui est réalisée en mode sitcom des années 90. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, C'est vrai. Alors, le film te balance tout ce qu'il a, et je comprends que ça fasse un filtre pour beaucoup de gens. Ouais, c'est un film difficile. C'est un film qui éreinte, c'est un film qui fatigue et soit tu rentres dedans complètement, soit le film est chiant parce qu'il est trop. Au bout d'un moment, c'est compréhensible que ce soit trop, quoi. Moi, encore une fois, je leur dis, j'ai trouvé le film facilement 20 minutes trop long. Tu parles, bah voilà, excellente transition, 20 minutes trop long, film chiant, film éreintant, qui finit pas. Passons à The Wailing, qui est un film espagnol qui a fait un bon buzz lors du festival. The Wailing, il a divisé en tout cas. Des petites discussions qu'on avait pu avoir à la sortie du film, il a beaucoup divisé. Et alors, je préchote que c'est le film d'horreur qui va avoir sa petite carrière en France bientôt, et qu'aura sur son affiche le nouveau It Follows ou un choc, tu vois, ce genre de truc qui va être un peu poussé. On explique ce que c'est. Film espagnol dans lequel une jeune fille se retrouve pourchassée par une sorte d'entité qui la suit que par le biais des écrans. Okay. Elle voit un vieux dégueulasse tuer son copain sur Zoom
Elle fait des vidéos, elle voit une entité au loin qui l'observe et tout, et elle se rend compte que c'est une sorte d'entité qui la suit de manière générationnelle. C'est un trauma générationnel qui est personnifié dans une sorte d'entité. Voilà. C'est avec Esther Esposito, pour ceux qui ont vu Elite sur Netflix, qui joue le rôle principal, pendant une demi-heure. Et en fait, ce film a en effet un délire au bout d'une demi-heure, il se passe quelque chose et on repart des années en arrière et on repart à zéro avec une nouvelle protagoniste. Et une demi-heure après, ça repartira comme ça. C'est un des rares films que j'ai vu qui a 2 débuts et 0 fin. C'est original. J'ai vu des gens chanter les louanges du film en sortant, touchés par les thèmes du film sur le trauma, parce qu'en effet, c'est un film qui parle de comment un traumatisme sur des générations va ricocher, concrètement, et que ça peut toucher même les amis et pas que la famille. C'est formellement très beau. J'ai trouvé ça très bien shooté. Mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant. C'était dur, et j'ai douillé sur cette séance, et quand j'ai capté au bout d'une demi-heure que le film repartait à zéro et qu'il restait 1h20, j'étais en mode « Ah !» Le film est long. Ouais, c'est long, et ce renouveau continuel fait que tu ne vois pas la fin venir, et quand elle arrive, tu te dis « Ah bah c'est tout, en fait ». Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Bah écoute, moi, globalement, en sortant de la séance, j'ai plutôt bien apprécié. Mais maintenant qu'on en reparle, c'est vrai que, tu vois, de manière générale, je suis plutôt sensible aux films, tu sais, qui ont un schéma qui se répète, parce que c'est vachement fatigant quand l'histoire se répète, c'est super répétitif, souvent je décroche. Mais là, j'y suis allée, comme pour la plupart des films, en fait, au pif, j'y suis allée vraiment, genre, innocemment, les yeux fermés. Je me suis même pas attardée sur le poster qui, finalement, spoil énormément du film. Avec ces 3 visages, tu sais que tu vas avoir 3 chapitres. Bon, tu sais que ça va être répétitif et que ça risque d'être chiant. Mais en fait, je crois ce qui m'a gardée en haleine et ce qui a fait que je me suis pas endormie, c'est du coup cette espèce d'entité, ce vieux là du coup qui chasse la nana au tout début. Enfin, ça a tellement bien marché sur moi, il m'a vraiment foutu les jetons. Et du coup, ça m'a gardé en haleine. Tout le long du film, je me suis dit, il va revenir, il va y avoir plein de scènes super flippantes. Et finalement, il revient quand même, mais c'est vraiment cet élément-là que je retiens. Globalement, j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais par contre, je te rejoins, les scènes de flip avec le vieux, pour le coup, je trouve qu'elles marchent vraiment, vraiment bien. Elles font vraiment flipper. Ouais. C'est bien filmé, la lumière est bien gérée, c'est très très sombre, et en termes de pure épouvante, il y a ces scènes-là qui fonctionnent vraiment très très bien, je trouve. Mais je te rejoins aussi, Romain, sur le fait que moi j'ai trouvé ça vraiment très très chiant, et ce genre de schéma où l'histoire atteint un genre de climax, puis te fait un genre de cliffhanger, et ensuite recommence pour te réamener à un début d'histoire avec la même lenteur qu'ont tous les débuts d'histoire, tu vois, pour réarriver à un climax, et puis ensuite ça recommence. C'est chiant. C'est chiant, t'as compris le propos. Vraiment relou. Ouais, voilà, c'est ça, t'as pigé, et ça fait d'une séance... c'est un film qui est pas spécialement long en plus, mais ça le rend, je trouve, vraiment plus éprouvant à regarder, et vraiment le temps passe lentement à cause de cette structure-là, notamment. Ce qui n'est pas le cas de tous les films, parce que je sais pas si on en parlera, mais il y a un autre film dans le pif qui a une structure un peu spéciale, un petit peu morcelée, on va dire, qui là pour le coup marche bien. Strange Darling, qui a une structure très très morcelée. Mais la façon dont là c'est fait dans The Wailing, je trouve ça vraiment éreintant, parce qu'il n'y a pas pour le coup de shift de mise en scène, il n'y a pas de vraie révélation qui te fait remettre en question tout ça. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'assez vain en fait à te mettre ce truc au-delà du propos, à te mettre ce truc générationnel et à te faire revivre la même histoire 3 fois. Il y a quelque chose d'assez redondant, je trouve. Redondant, et surtout, alors redondant dans le film, mais redondant dans le genre, puisque moi je commence un peu, en fait, je pense à saturer des films d'horreur un peu longs, un peu atmosphériques, avec une métaphore sur le traumatisme. Il y a Smile 2 là qui a fait exactement ce genre de propos aussi cette année. C'est ça. Quand tu captes le truc, tu te dis d'accord, c'est ça. Sur la forme, par contre, en effet, ça tue. Il y a une grosse séquence de flip dans un appartement maudit au milieu du film, je suis en mode là on touche un truc, tu vois. Mais c'est 10 minutes de folie sur 1h30 quoi, et c'est trop dommage. Mais je soupçonne que ça va être le film du festival qui va avoir la meilleure carrière. Déjà parce qu'il y a un casting un peu connu derrière, et que il y a un public qui est très friand de ce genre de film. Donc je comprends aussi que ça plaise. Voilà, je voulais pas chier dessus gratuitement en tout cas. Non, parce qu'en plus il a beaucoup de choses à proposer, ce film. Il a beaucoup de choses à proposer, c'est juste que là tout ce qu'on dit de toute façon c'est purement subjectif, enfin, c'est de l'ordre de est-ce que tu rentres dans le film ou pas, est-ce que tu adhères à sa structure ou pas,
Et est-ce que t'es particulièrement touché par son propos et sa mise en scène ou pas, quoi. Exactement. Voilà. Transition de folie, puisqu'il faut savoir aussi que juste avant The Wailing, on a vu un film de fou. On entre dans les séances cultes et les futures ressorties. Un film qui ressort bientôt en Blu-ray chez Sidonis Calista, qui s'appelle Cher pour Frankenstein, de Paul Morisset. Ah là là. On a un spécialiste ici. Je pense que le fait que je sois pas rentré dans The Wailing joue aussi que j'avais vu ce film avant. Quand tu tapes Cher pour Frankenstein en 3D, s'il vous plaît, évidemment, ce qui passe après a intérêt à être vénère. Alors, qu'est-ce que c'est, Cher pour Frankenstein, mon cher Very Nasty Stories? Ouais, oui. Alors moi, c'est vraiment le film que je ne voulais pas louper au pif. Donc je suis trop content qu'il le diffuse. Et effectivement, il me semble qu'en plus de le diffuser en 3D, le film était remasterisé. Ouais, ils l'ont restauré. Ouais, ils l'ont restauré, excuse-moi. Ils l'ont restauré, ouais. Donc hyper hâte de le voir. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui entoure la mythologie Frankenstein. Je dis ça comme ça parce que j'englobe le livre, mais aussi les adaptations de ces livres-là. Je suis vraiment très très fan de toute cette mythologie. Et comme tu l'as dit, c'est produit par Andy Warhol, qui n'en était pas à sa première production. C'est réalisé par Paul Morisset. Et on retrouve au casting Udo Kier, qui est quand même une icône gay et une icône sex symbole, tout genre confondu, toute orientation sexuelle confondue. Ce mec est juste extraordinaire et a un charisme. Je confirme. Ah ouais, il a un charisme de fou. Totalement. Il a des yeux surtout, un regard qui est assez fou. Ah, il crève l'écran complètement, il est magnétique, ça, c'est sûr. Ouais, carrément. Et donc du coup, toute cette équipe-là n'en était pas du tout à leur premier film. Ils avaient réalisé juste avant une trilogie que moi j'aime beaucoup. C'est Hit, Flèche et Trash. 3 films qui sont assez courts, qui sont, comparés à ce qu'on pourrait croire de leur titre, plutôt soft, finalement. Qui ressemblent un peu dans leur genre, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans un grand classique, Macadam Cowboy. Voilà, ça ressemble un peu à ce genre-là, donc un mélange entre le drame et des genres de l'exploitation qui se faisaient à ce moment-là, comme la drugsploitation, par exemple. Donc avec des effets complètement de trance, ce genre de choses. Cher pour Frankenstein, c'est un peu le fils de tout ça. C'est beaucoup d'expérimentation, c'est beaucoup de camp, de trucs complètement absurdes aussi. Romain, tu m'en as parlé après, mais il y a une scène de léchage d'aisselle qui est quand même assez culte. Je l'ai mangé dans la gueule, celle-là, elle est violente. Et puis elle dure longtemps. Retourner, c'est cacher les yeux. J'ai vu révulsé par cette scène. Tout ce qu'ils pouvaient lécher dans ce film, c'est l'aisselle qu'ils ont choisi. Et ça dure 5 minutes non-stop, avec le gros bruit de succion, tu sais, mais comme ça. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Ah bah je vous pose la question. Moi je vous la En retourne. tout cas, on a tous passé un bon moment au cinéma, ça c'est sûr. Mais Ah, il y a j'espère. eu des réactions. J'espère. Alors c'est vrai que maintenant on a un peu du mal à le replacer, mais à l'époque, donc le film est sorti en 1973, et à l'époque, les films comme Frankenstein, donc la Hammer, il y a un petit moment déjà que ça s'est fini. Je crois que le dernier, ça doit être Frankenstein créé à la femme, fin des années 50. Donc c'est plus du tout à la mode de faire ce genre de truc un peu baroque, un peu de conte. Si je compare de ce que j'ai regardé un peu tout à l'heure, en Italie, c'est l'époque Torso. Donc on est dans le slasher très gore. Aux États-Unis, on est à l'Exorciste. Donc rien à voir avec Frankenstein. Donc c'est un peu bizarre que cette équipe, je rappelle qu'il y a Andy Warhol qui est un peu représenté comme de l'avant-garde, s'attaque à un truc finalement hyper en retard, et en font quelque chose qui est un peu hors du temps, parce qu'il paraît en fait hyper moderne, le film. Enfin moi je trouve qu'il paraît hyper moderne dans les thèmes qu'il aborde, mais aussi dans les effets qu'il fait. Il y a quand même une scène de décapitation en gros plan et qui est assez impressionnante, enfin qui est assez impressionnante pour l'époque du moins. C'est assez cool de le revoir sur grand écran. Moi ce que j'ai regretté, là je parle vraiment de la séance du pif particulièrement, c'est que la mise en contexte a été hyper rapide. Il y a un mec qui est monté sur scène qui a dit c'est produit par Andy Warhol et il a couru en loge. Bon, j'aurais aimé en savoir un peu plus quand même. Je trouve qu'ils ont un peu balancé le film comme ça. Et puis, mais bon, c'était quand même assez cool. Et puis, pour le coup, vous l'avez dit tout à l'heure, l'écran du Max Linder est quand même assez impressionnant. Donc, c'est quand même cool de voir ce genre de film
sur sur une salle aussi bien équipée. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi, si ça fait partie de mes films que j'aime beaucoup, c'est parce qu'il aborde des termes qui sont des thèmes queer, évidemment. Là, pour le coup, le film ne s'en cache pas, puisque, pour résumer un peu l'histoire, on est sur le Dr Frankenstein qui veut créer une armée de Frankenstein grâce à des monstres de Frankenstein. Donc il a déjà créé un monstre féminin. Mais problème, quand il fait le monstre masculin, il a pris quelqu'un qui était gay et qui du coup ne bande pas face au monstre féminin, et du coup ça va engendrer quelques problèmes pour la reproduction qui était prévue. Une scène qui est géniale, quand il se rend compte que son monstre bande pas, ouais, et il est en mode mais ça va pas, et il est en mode mais c'est fou parce que quand tu le dis comme ça, tu pourrais dire que c'est implicite dans le film, mais non, t'as vraiment cette scène où le type se rend compte que le gars ne bande pas et il dit mais ça ne fonctionne pas, tu vois, genre, il ne bande pas, c'est dingue. Alors il va bander à un autre moment, mais pas oui, de c'est ça. oui, c'est ça le truc. Là... Donc ouais, là pour le coup la thématique queer elle est pas du tout cachée, et c'est ce que je pense d'un peu moderne dans le film. Justement, c'est que d'habitude, Frankenstein, même si la thématique queer, du moins dans ses films, elle a tout le temps été abordée, même dans le Frankenstein des années 30 avec James Whale, ici, on est vraiment sur un truc hyper explicite, quoi. Tu peux pas louper le sous-texte, c'est même plus un sous-texte. Il y a toute une scène avant qu'il soit un monstre où on s'aperçoit déjà qu'il ne bande pas quand il regarde une femme, mais qu'il bande quand il regarde un homme. Donc là, il y a aucun message secret. Et en plus de ça, Udo Kier qui joue le docteur Frankenstein, lui c'est un mec qui est ouvertement gay dans la vraie vie, et qui là joue un docteur Frankenstein hyper over the top, quoi. Donc vraiment tu ne peux pas louper le sous-texte. Donc ça c'est cool. Maintenant, pour revenir un peu sur les parce que c'est ce qui est important, c'est que le film va ressortir en Blu-ray, donc ça c'est hyper cool aussi. Et en 3D, d'après ce que tu disais Romain, donc encore plus cool. J'espère juste que ce sera pas la 3D qu'on a eue. Alors, normalement, oui, c'est vrai. Si. En fait, j'ai les informations, le film il a été restauré par les gros malades de Vinegar Syndrome. D'accord. Ah, on les aime, ceux-là. Des gros demeurés qui sortent des tonnes de films tous les mois. Gouffre financier si vous aimez le bis. En tout cas, ça a été le mien pendant un temps. C'était comme un mec qui a un casino, tu sais, qui est sur la machine sans arrêt. C'est moi tous les mois. Puis ils font des sales en plus, c'est n'importe quoi. Ils sont là pour t'attirer en plus. Et tout le temps. Et ils sortent en effet des grosses dingueries. Et ils ont souvent accès à des films qui étaient inédits depuis des années. Et donc, théorie du ruissellement qui fonctionne ici, c'est que en France, le haut du panier de ces restaurations sort chez des éditeurs. Beaucoup de ces films sortent chez Pulse Vidéo, etc. Et en effet, Cher pour Frankenstein va sortir en France dans la version restaurée de Vinegar Syndrome, qui est une version qui est excellente en termes de restauration, qui a des couleurs hyper top, hyper vibrantes. Tu le vois dans son scope original, avec la pellicule, ils ont gardé le grain et tout, c'est magnifique. La 3D, en effet, comme toutes les 3D malheureusement, tu perds en luminosité et en contraste. Et ça te nique un petit peu le... Alors... C'est vrai. Flashy 70s, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que tu perds un peu en lumière et en contraste. Moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite dans la séance. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait. Alors, qui a été très bien fait, mais qui a été fait un peu à l'envers, si je peux parler ça comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film avec mes vieilles lunettes bleues et rouges, à l'ancienne, les éléments sortaient véritablement de mon écran. Ici, on aurait dit une profondeur inversée. C'est-à-dire qu'on aurait dit une profondeur... à l'intérieur de l'écran. Donc du coup, les effets 3D ne revenaient pas du tout vers nous, surtout une scène en particulier, excusez-moi, un empalement, où normalement, enfin moi je me souviens très bien, t'as l'organe qui jaillit de l'écran et qui arrive devant ton nez. Ici, il paraissait à 5 mètres de profondeur, en fait. Donc la 3D était bien, mais elle était inversée, je ne saurais vraiment pas comment dire ça mieux. C'est la 3D de James Cameron qui donne un effet fenêtre, en fait. Ouais, exactement. C'est l'effet profondeur, en fait. C'est-à-dire que les scènes notamment les grands angles ou les scènes de plan large, il y a une certaine profondeur qui est rajoutée dans la pellicule. Enfin, une certaine profondeur qui est rajoutée dans le film par la 3D, mais ça va, je suis d'accord avec toi. Il y a cette scène-là, et notamment aussi une scène de trip qui passe à travers des espèces de plaques d'égout, là, qui sont supposées pendre, et qui, pareil, semblent presque plus loin. Ouais. Que si c'était en flat, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire sur la profondeur inversée. C'est vrai que j'ai ressenti un petit peu ça aussi, sans parler des lunettes qui arrêtaient pas de déconner, de la 3D qui arrêtait pas de faire
off en permanence pendant la séance. Bon, ça, c'est des trucs qui arrivent malheureusement un peu dans toutes les séances du monde de 3D, de tomber sur des paires de lunettes qui marchent pas. Bon. Enfin, il y avait beaucoup de... Ça arrive, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu hyper surpris par ce truc de 3D. Pour les couleurs, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus sombre. Mais c'est vrai qu'on avait les lunettes, donc ça joue. Et après, moi, j'ai toujours un petit peu de mal, mais ça, c'est hyper perso. Donc, voilà, mais j'ai un petit peu de mal avec ce genre de film hyper 70, hyper cinéma d'exploitation, pour le coup, qu'on a tous connu avec une image un peu plus granuleuse, qui d'un coup apparaît hyper lisse. Je me souviens que j'avais vu ce truc-là avec un Dario Argento, que j'avais vu au cinéma en version aussi restaurée, où le sang paraissait rouge. Dans un Dario Argento, c'est très bizarre. Pourquoi c'est pas rose fluo, quoi? Tu vois? C'est marrant, ce film disait la même chose sur même des films d'animation, style Les Enfants de la Pluie, qui étaient remasterisés 4K, tout ce que tu veux, et finalement ça enlève un peu quelque chose à ton visionnage par rapport à quand tu l'as découvert. Ça enlève le cachet. Oui, un petit peu. Bon, après, voilà. Là, je suis évidemment corrompu par mes souvenirs nostalgiques, par la façon dont j'ai découvert le film. Il y a plein de choses qui jouent, évidemment, donc c'est hyper perso. Mais voilà, c'était quand même j'étais quand même hyper content de voir le film. En plus, la salle a plutôt apprécié, j'ai l'impression. Ça a pas mal rigolé au moment où il fallait rire. Il y a eu des réactions de fou. Ouais. Oui. Ouais. Ça a applaudi quand Udo Kier, Frankenstein, gueule... Otto, pour connaître la mort, tu dois baiser la vie dans la vésicule biliaire. et que ce bon vieux Otto se dit let's go, et que tu le vois plus tard en train d'essayer de baiser une meuf dans le... C'est... Parce qu'il vient de le faire en plus. Quoi. Oui, il te dit c'est ça en mode tu vois ce qu'il faut faire. Fun fact, j'étais à côté d'un couple de gros hipsters parisiens. Quand ils sont levés à la fin de la projection, ils ont dit c'était un peu surfait. Mais ça va pas. C'était un peu surfait. Oui. Alors non. Connard sur Letterboxd, ça, je les connais. Il y en aura plein. Mais tu vois, c'est exactement pour ça qu'il aurait fallu un peu plus de contexte. Ah bah bien sûr, mais il aurait fallu un spécialiste du cinéma queer sur scène, peut-être. Voilà. Bah d'ailleurs, pour revenir sur la présentation rapide, je vais juste défendre mon copain Xavier pour dire que ils avaient du retard à cause de problèmes techniques sur la séance, et que du coup c'est pour ça qu'il a dû expédier la présentation. Il avait prévu un truc un peu plus long, donc voilà. Ce qui est compréhensible. C'est voilà. On t'en veut pas, Xavier. On t'en veut pas. Mais pas du tout. Je suis d'accord que du coup c'est chiant, que ça manquait un peu de contextualisation, mais voilà. Mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal parce que les gens se sont mangés le film dans la gueule. Oui, c'est vrai. Et ça joue. Moi, j'y suis allé les yeux fermés. Je savais vraiment même pas que c'était un truc sur un film sur un monstre de Frankenstein homosexuel. Ah, et pourtant j'étais là, Romain. Non mais on en a parlé, et en fait quand j'ai compris, ok, Verenesti Story me dit c'est le film à voir, il y avait un indice, tu vois, en mode bon, quelque part, ouais. je le connais, tu vois, je me dis bon, il y a forcément un truc ou un sous-texte queer. C'est pas un sous-texte, c'est un surtexte. Le film te le met directement dans la gueule. Voilà. Sophie, de ton côté, toi, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, c'était une découverte pour ma part. Contrairement à Hick, j'ai passé un bon moment. Mais ouais, gratuit. Ouais, gratuit complètement. Hein. Mais ouais, bah comme vous, j'ai pas, je sais pas qu'est-ce qu'a rajouté la 3D. Vraiment, j'aurais peut-être préféré 100. Je trouve que c'était trop. Voilà. Par rapport à ça aurait fait un truc, tu vois, nous on a bouffé du film de la Hammer, justement, de tous ces films Frankenstein, Hammer, et finalement on s'est dit que voilà quoi, le feeling tu peux l'avoir sans la 3D. Là en l'occurrence ça ajoutait pas grand chose, quoi, c'est vrai. Bah, je sais pas, moi je me souviens que quand je l'ai vu, je trouve que justement avoir les organes vraiment qui débordent de ta télé, moi ça m'avait marqué à l'époque. Je trouvais que ça ajoutait vraiment quelque chose en plus pour le coup. Donc je sais pas, peut-être que c'est cette 3D, peut-être que c'est... Oui, non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, cette 3D là en l'occurrence, quoi. Moi la 3D que toi t'as expérimenté comme tu la racontes, c'est ça que j'aurais voulu avoir pendant la séance, parce qu'effectivement il y a des effets dans le film qui se prêtent à la 3D, la 3D spectacle, tu vois, la 3D roller coaster un petit peu, quoi. Et là c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'en plus ça irait carrément dans le sens du film, qui t'en met plein la gueule, qui est super coloré, qui va dans tous les sens. Carrément. De t'envoyer du sang et des organes à la face, c'est tout ce qui manquait, quoi. Mais oui, je pense que c'est cette 3D en particulier du coup qui en a pâti. Et ça ressort bientôt en DVD Blu-ray normalement. On a hâte. J'espère qu'il y aura la 3D. Et je ne sais pas du
Je ne sais pas du tout si ça sortira avec, parce qu'il y a une espèce de suite slash film qui l'accompagne. Exactement, Le Sang pour Dracula, avec les mêmes auteurs, le même producteur, donc Paul Morisset, Andy Warhol, Ludo Kier. Donc voilà, je sais pas s'il est prévu aussi pour Frankenstein ou pas, mais en tout cas, si vous pouvez voir les films en double séance, c'est encore mieux. Clairement. On va faire un grand écart, absolu, avec le dernier film de la prog qui nous a marqué et qui, pour le coup, je sais pas s'il va ressortir, j'étais pas à la projection. Peut-être qu'ils l'ont dit dans l'introduction, tu pourras nous en parler, Max. C'est Le Dernier Monde Cannibale de Ruggero Deodato, Monsieur Cannibal Holocaust. Monsieur Cannibal Holocaust, Exactement. Tout à fait. Alors pour ce qui est d'une ressortie, je sais pas. Il s'agissait d'une carte blanche de Monsieur Boukrieff, qui du coup a proposé Le Dernier Monde Cannibale en carte blanche du PIF. Donc je pense pas qu'il y ait de ressortie de prévue. En tout cas, je pense pas que ce soit dans ce contexte-là qu'il ait été montré. Mais oui, Le Dernier Monde Cannibale, Ruggero Deodato, et effectivement, c'est le premier film de sa trilogie Cannibale. Donc, qui a commencé avec Le Dernier Monde Cannibale, qui a enchaîné sur le cultissime... le cultissime Cannibal Holocaust. J'ai eu un trou de mémoire juste après le mot cultissime, et qui finit par Amazonia, la jungle blanche, que pour le coup je n'ai pas vu. Qui est pas ouf. Je sais pas s'il y en a un d'entre vous qui l'a vu. Tu l'as vu toi, Romain, ça? Ouais, je l'avais vu, on l'avait diffusé au festival dans lequel je bossais. C'est la chute. C'est la downfall. Il a tout donné sur Cannibal Holocaust. Bah, tu vois, tout donné. C'est marrant que tu dis ça parce que j'avais un peu imaginé ça comme une trilogie à la Batman de Nolan, tu vois. Genre ça commence avec un espèce de coup d'essai qui serait du coup Batman Begins ou Le Dernier Monde Cannibale. Ça enchaîne sur un truc qui est vraiment abouti, qui serait The Dark Knight et qui serait Cannibal Holocaust dans le monde de Deodato. Et du coup, je l'ai pas vu, mais tu confirmes un peu le côté d'échéance, tu vois. Je sais qu'il a ses fans, mais en gros, tu dois attendre 1h20 avant de voir Michael Berryman, le mec de La Colline des Yeux, qui a la tête un peu difforme là, tuer quelques personnes, mais quand tu viens de Cannibal Holocaust, tu rigoles. Tu dis, que s'est-il passé, Ruggero? Et pourtant, même si tu viens de Cannibal Holocaust, si tu débarques sur Le Dernier Monde Cannibale, tu rigoles moyen finalement, parce que c'est un bon coup d'essai de Ruggero Deodato avant de s'attaquer à Cannibal Holocaust. En réalité, c'est au niveau scénario, les copains, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est un hélicoptère avec 3 bonhommes et une nana qui débarquent dans une jungle philippine. Forcément, ils retrouvent pas le camp de base parce que tout le monde s'est fait buter. Ils finissent eux-mêmes par se faire en grande partie buter par la tribu cannibale locale. Dans une scène d'ailleurs dans l'hélicoptère qui est assez drôle, où il y a une nana qui veut pisser et du coup elle va pisser alors que tout le monde sait que c'est dangereux, et du coup tout le monde dit oui mais vas-y, va pisser, il y a pas de problème. Et dès le premier cri il y a quelqu'un qui veut intervenir et le deuxième personnage dit non c'est trop tard, laisse-la mourir, tu vois, elle est déjà morte. Bon, c'est assez marrant, il y a vraiment aucun effort qui est fait pour sauver cette pauvre femme. Je t'ai voulu. Qui se fait après coup déguster allègrement par la tribu cannibale, et ça s'enchaîne sur une espèce de petite phase de survival où t'as les deux survivants de l'hélicoptère qui se baladent un peu dans la jungle et ils se perdent de vue après un espèce de voyage dans les rapides du coin. Ils se sont tapés un délire canoning et ça s'est mal passé, du coup ils ont été séparés, et donc on suit notre personnage principal qui est absolument détestable et qui essaye de survivre dans la jungle avant de se faire capturer par la tribu cannibale, la famoso tribu cannibale. C'est un film qui coche, comme le disait Boukrieff et comme le disent tout le monde, en fait, que c'est un film qui coche absolument toutes les cases de l'immoralité, qui est absolument pas montrable, pas faisable. Il y a tout, il y a du racisme, il y a de la cruauté animale, évidemment. Monsieur Deodato, on le connaît. Oui, il aime bien ça. C'est les crocodiles, là. Là, c'est le crocodile. Il y en a plusieurs, mais il y a justement, ce qui est marrant, c'est qu'en arrivant dans la salle, t'as le poster du film. Et sur le côté, si tu lis un peu l'italien, tu vois un peu toutes les scènes un peu horribles qui t'attendent. Et il y en a une qui peut se traduire par l'éventrement du crocodile. Et effectivement, c'est la scène qui pourrait être la scène miroir de la scène de la tortue dans Cannibal Holocaust, qui est une scène d'éventrement de crocodile, face caméra, sans pitié. Ça part de la gorge du crocodile, on égorge le crocodile, on l'éventre complètement jusqu'à la base de la queue. Le crocodile pendant tout ce temps est bien évidemment vivant et on le voit bien, la mise en scène s'attarde dessus pour qu'à la fin un des indigènes du coup sorte le cœur du crocodile encore attaché, qu'il le sorte du coup du ventre et le cœur bat encore.
Donc voilà, c'est vraiment le boss final de la cruauté animale dans un film. On a de la torture avec la preuve vidéo que le cœur bat encore à la fin de la torture. Enfin, c'est assez difficile à regarder pour tous ceux qui aiment bien les animaux comme moi et comme beaucoup de gens, j'en suis sûr. Mais c'est aussi un film qui est important à voir dans la mesure où c'est assez fou de se dire que c'est un film de 1977. Et c'est assez fou de se dire que malgré tout ça, malgré toute cette immoralité, le film est beau en fait. Le film est majoritairement super joli. Bon, la musique c'est pas la même que Cannibal Holocaust. J'ai vu des avis sur Letterboxd qui disaient que la musique était aussi bien que Cannibal Holocaust. Moi, franchement, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que la musique de Cannibal Holocaust est vraiment superbe et qui d'ailleurs fait partie des éléments dérangeants de ce film parce que la musique est particulièrement belle. Là c'est pas vraiment le cas. Là t'as des nappes de synthé à la con, vas-y, c'est nécromantique, voilà, la musique elle est pourrie quoi, allez vous faire foutre quoi. Mais le film est joli et les conditions de production du film aussi, du coup ça te pousse à te mettre dedans, tu vois, tu sais que c'est une équipe de tournage qui allait vraiment dans la jungle se mettre en danger, machin, tu vois. Et c'est assez fascinant de voir ça. Il y a de la sexualité déviante, on voit des enfants à poil dans le film, il y a un certain racisme latent aussi dans la description, dans l'imagerie de ce que c'est les tribus cannibales. Mais c'est aussi un film super gore. Je comprends que le film soit passé en carte blanche, en mode si c'est pas montré là, ce sera jamais montré, tu vois. C'est vraiment quelque chose de particulier. Comme 3/4 du bis cannibale italien, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait partie de la promesse, en fait. Malheureusement, t'arrives, tu sais que tu vas manger un truc, mais c'est l'intérêt, en fait, c'est aussi de voir comment c'était à l'époque. C'est ça. Et ça fait partie, en plus, des premières itérations de ces cas-là. C'est considéré pour beaucoup comme le premier film cannibale, ce qui est pas le cas. Le premier film de cannibale, c'est Au pays de l'exorcisme, si je dis pas de conneries. Ouais, sorti quelques années avant. Quelques années avant, mais bon, c'est pas vraiment un film de cannibale. Au pays de l'exorcisme, c'est un film semi-érotique. Et du coup, c'est pour ça que le premier vrai film de cannibale, on considère Le Dernier Monde Cannibale comme le vrai premier film de cannibale. Que dire de plus sur ce film ? C'est vraiment... c'est vrai, ce qui me reste le plus de cette séance, c'est surtout l'ambiance de la séance. Parce que le film a été présenté, il a été lancé. Je pense que il y a une grosse partie des spectateurs qui savaient ce qu'ils allaient voir, qu'ils avaient probablement même déjà vu. Mais il y avait une partie des spectateurs qui s'attendaient pas à ça, en tout cas, tu vois. Et l'ambiance de la séance, quand les crédits de fin sont arrivés, c'était assez particulier. On parle d'un film où il y a une scène de viol et où le lendemain, donc littéralement le plan d'après, la victime de viol fait le petit déjeuner à son agresseur, quoi. Genre elle va lui ramener des trucs, elle lui fait la pêche et la cueillette, elle lui fait le petit déjeuner, elle est très contente de ce qui s'est passé. Enfin, on parle d'un truc très problématique. Et donc, pour un festival comme le PIF où ça applaudit à chaque générique, je peux dire que là, on a attendu quelques secondes avant que les applaudissements arrivent. Les gens étaient fébriles, quoi. Quand ça se levait, ils étaient pas. Ils attendaient le premier qui ose, tu sais, en mode. Il se passait quelque chose, quoi. Donc, est-ce qu'on peut recommander ce film ? Moi, j'ai envie de le recommander pour l'expérience que c'est. Il y a des trucs pas cool dans le film, mais en tout cas, c'est joli et c'est surtout un pan du cinéma qui est important à découvrir parce que ça a donné toute cette vague de cannibal movies. Et surtout, c'est le film d'essai de Cannibal Holocaust. Donc, tous ceux qui aiment, ont aimé ou ont au moins passé un moment intéressant devant Cannibal Holocaust, ça pourrait être intéressant de voir Le Dernier Monde Cannibale pour voir ce qui s'est passé avant et voir un petit peu le gap et voir Ruggero Deodato s'entraîner sur un film. Il n'y a aucun mal à regarder ces films, hein, même si c'est en effet moralement répréhensible, mais justement, ça a existé et je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Mais trigger warning pour ceux qui seraient un peu sensibles à la cruauté animale ou à certains types d'imagerie, quoi, forcément. Contrairement à ce que nous disent certains de nos commentaires YouTube, vous n'êtes pas obligé de vous mater la cruauté animale. Vous n'êtes pas un moins bon cinéphile si vous n'osez pas le faire. En fait, vous n'êtes pas obligé de mater quoi que ce soit. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Carrément, c'est ça, tu vois. Mais c'est qu'on s'était mangé un gros scud sur Cannibal Holocaust parce qu'on a une chroniqueuse qui n'a pas voulu mater la séquence avec la tortue. Il a fait « Oh, t'es pas de vrai cinéphile ». Le classique du boomer, tu sais. Reprenons. Je disais qu'en fait, tant que tu recontextualises, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est comme les mondos, etc. Et je trouve ça super audacieux et super bien que ça ait été montré sur le grand écran. C'est une carte blanche de folie en soi. Moi, je conseillerais beaucoup plus Le Dernier Monde Cannibale que n'importe quel Mondo. Tu vois. Ouais. C'est pas pareil. C'est un autre. Le Mondo, faut le contextualiser x1000. Tu vois, faut y aller en mode. Oui, et puis tout dépend lequel Mondo aussi. Ouais. Et puis il faut être conscient des intentions politiques derrière et machin. Enfin voilà, c'est un autre délire, quoi. Non. C'est chaud.
Et je sais pas ce que vous en avez pensé de ce film, Le Dernier Monde Cannibale. Qui l'a vu ? Bah, moi, je l'ai vu. C'est un film que je connais, que j'aime pas spécialement, mais que je connais. Et puis, comme tu le dis, il est hyper important, ne serait-ce que dans la timeline de ce genre-là et du genre italien en général. Et puis, il est fait par un réalisateur qui est quand même assez culte maintenant. Moi, le problème que j'ai avec Deodato, comme ce film-là, comme pour ces autres, comme Cannibal Holocaust, c'est que tu l'as très bien dit, il y a tout un espèce de code à respecter dans ce genre de film où malheureusement la cruauté animale en fait partie, et pas que, il y a aussi tout ce qui est violence sexuelle aussi, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans ce genre de film. Le problème que moi j'ai avec Deodato, c'est que lui a plusieurs fois pris la parole pour dire qu'il faisait du cinéma politique, qu'il faisait du cinéma engagé. Il a déjà dit que Cannibal Holocaust était quelque chose qui mettait en scène des blancs qui venaient pour montrer ce genre de choses, mais il se permet de faire la même chose que ce qu'il critique. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, on se retrouve devant un discours complètement contradictoire où, ok, je vois ce que tu veux dire, je trouve même le sous-texte que tu essaies d'exprimer, et je suis d'accord avec toi, mais tu le montres de façon où on ne peut pas prendre au sérieux, en fait. Tu décrédibilises totalement. C'est un peu totalement. le paradoxe de je dénonce quelque chose, mais je fais ce que je dénonce. Exactement. Quoi, et Deodato, il tombe à fond là-dedans. Exactement. Donc moi, c'est le problème que j'ai avec Deodato sur ce film-là, comme tous les autres. Mais voilà. Après, c'est un grand classique, quoi. C'est-à-dire que quand tu te défends, en plus, je sais que sur Cannibal Holocaust, ils se défendent des meurtres d'animaux, genre oui, mais bon, on s'en est toujours servi pour nourrir l'équipe. En gros, presque c'est pas sa faute, quoi. Ben, tu peux pas nous mentir comme ça. Tu sais très bien que sur le premier film, il l'a fait aussi, et que c'est un trope, effectivement, du Cannibal Movie de tuer les animaux en face cam. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est un trope parce que ce film-là, qui est un trope codifier, a aussi de la violence animale, de la cruauté animale devant l'écran, et ça a été réutilisé à maintes et maintes reprises derrière. Et surtout, c'est quelque chose qui malheureusement continue de nos jours. On sait qu'il y a un film qui a été fait en 2008-2009, un Marianne Dora, qui a aussi de la cruauté animale dedans, et t'as l'impression que ce truc a tellement influencé ce pan du cinéma, le cinéma d'exploitation, le cinéma qui essaie de déranger, que y a aussi des rejetons malheureusement trop récents qui suivent ce genre de code aussi, alors que tu pourrais te défendre qu'à l'époque, dans les années 70, c'était sous couvert de faire quelque chose de très réaliste. Maintenant, t'as plus vraiment d'excuses de faire de la cruauté animale, quoi. Bah non, mais après, dans chaque film de Tsoyar, il y a un animal qui meurt. Hein. Enfin, tu vois, il y a des trucs aussi comme ça. Ouais. C'est pas spécifique au cinéma italien ou même au Cannibal Movie. Oui, pas du tout. Bien sûr. Mais je voulais rebondir sur le fait que moi, j'aime Cannibal Holocaust, c'est un film que j'aime bien, justement sur le message sur le message. En tout cas, c'est un film qui est plus malin qu'il en a l'air sur plein de points. Et justement, Le Dernier Monde Cannibale, je trouve que tous les personnages sont giga cons, que ça raconte pas grand-chose. En fait, ça a les défauts du Cannibal Movie sans avoir les qualités de Cannibal Holocaust, je sais pas comment dire. Autant dans Cannibal Holocaust, je vois bien qu'il y a des personnages qui essayent d'avoir... ce gars qui part à la recherche des journalistes, il essaye quand même d'avoir un point de vue sur les tribus qui est un peu plus, on va dire... plus nuancé, oui. J'allais dire plus progressiste, mais en fait qui essaie de les comprendre, qui essaie de s'intéresser à leur culture et tout ça. Alors que je trouve que dans Le Dernier Monde Cannibale, c'est vraiment la farandole des clichés, quoi. Les gamins à poil, la cage avec des bouts de bois pour enfermer l'homme blanc et lui jeter des cailloux. Enfin, tu vois, il y a tout un truc que je trouve que c'est vraiment... on n'est pas loin du comics, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. On n'est pas loin de la BD italienne, tu vois, de la BD italienne où tout est exagéré comme ça et où tous les personnages sont des archétypes, en fait. C'est vraiment un brouillon d'essai de Cannibal Holocaust, avec malheureusement tous ses travers, et sans malheureusement tous ses accès pas de génie, mais en tout cas d'accès de bonne mise en scène. C'est fulgurance, quoi. Qui constitue mon film. Ouais, voilà, c'est ça. Softie, toi, t'en as pensé quoi ? Comment dire ? Sans surprise, c'était dur hein, comme visionnage. Je t'avoue que plus que la scène du crocodile, moi, c'est la scène de la chauve-souris. Je crois qu'il vient juste après. Sauf que ça, apparemment, c'est tiré d'un reportage, je crois, d'un documentaire. Oui, il y a cette distinction. Il y a de la cruauté animale qui a été faite
dans le tournage du film, et il y a des stock footage de documentaires qui mettent en scène des animaux qui meurent, qui ne sont pas directement de la cruauté animale faite pour le film. Distinction à faire. La scène du crocodile est absolument horrible, absolument infâme, mais je t'avoue que la scène de la chauve-souris, j'ai failli lâcher une petite larme, j'ai cru que j'allais chialer, c'était vraiment trop, parce que tu vois vraiment les petites mains de la chauve-souris, il y a quelque chose de très humain finalement, tu vois, la petite chauve-souris qui hurle de douleur, qui supplie presque avec ses petites mains. Ouais, c'était vraiment insupportable. Et puis la scène d'agression aussi, avec la nana qui lui fait le petit-déj le lendemain, mais quelle image, ça véhicule pour la jeunesse. Non, c'est méga chaud. C'est indéfendable, C'est méga chaud, mais je suis contente de l'avoir vu. Et je trouve que c'est vraiment couillu de la part du PIF de présenter ça, de proposer ce genre de film, alors qu'en début, t'as du Joseph Kahn avec Hick. Enfin, le grand écart est assez magistral, je trouve, quand même. Mais je trouve que c'est couillu. Et puis, c'est important aussi de se prendre une petite claque de temps à autre, tu vois, et de se rappeler que dans le cinéma, on a quand même fait ça avant d'avoir des films très, très lisses à notre époque. C'est une petite piqûre de rappel qui est pas non plus trop désagréable. C'est important, ouais. Je dis quand même merci au PIF de l'avoir programmé, parce que c'est pas le genre de film qui se programme tous les jours. Et j'en profite pour dire que le PIF a ce qui s'appelle la séance interdite, qui est supposé être le film gore, en tout cas dérangeant, la séance un petit peu hardcore du festival. Cette année, ça a été Getaway, un film imaginé, coécrit et joué par Nick Frost, qui a été réalisé par une partie du duo qui a réalisé Crazy House, que vous pouvez retrouver sur Shadows notamment. Alors, ça a été un peu une séance sieste en ce qui me concerne, mais Crazy House, c'était très bien. Mais l'année dernière, la séance interdite, c'était Run and Kill, tu vois. Ouais. Et la barre a été placée très très haute, quoi. Et moi, je pense que Le Dernier Monde Cannibale aurait pu faire office de bonne séance interdite. Tu vois, ça aurait fait une meilleure séance interdite pour moi que Getaway. Dans la mesure où, quand t'as Run and Kill en maître étalon, forcément... C'est vrai qu'il est bizarre, ce choix. L'année dernière, on avait François Co avec nous de la programmation qui expliquait un peu les choix. C'est ce qui nous manque. Il nous manque un Cyril ou un François qui va nous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a forcément des raisons pour la programmation des films. Pour ce qui est de Getaway, apparemment, c'était qu'ils voulaient mettre un film récent en séance interdite, et que l'année 2024 a malheureusement été assez maigre en termes de gore et de films à projeter en séance interdite, avec un rayonnement significatif, quoi, on va dire. Et puis tu passes derrière Run and Kill, donc directement c'est dans la merde, quoi. T'avais l'Enfer des Armes et Run and Kill l'année dernière, c'était quand même une sacrée édition, quoi. Édition qui pique. Cette année, c'est une édition plus grand public, ce qui me dérange pas. J'ai bien aimé que ce soit vachement plus ouvert. T'avais le film avec Jackie Chan. C'est Police Story 3. Que j'ai hésité à prendre en film, à amener à ce podcast, Police Story, parce que je suis un grand fan de cascade, un grand fan de Police Story. Qui a une tuerie niveau cascade, niveau bagarre. Voilà. Il y avait Demolition Man aussi, donc c'était vachement plus open. Tout à fait. Alors en soi, c'est un bon move pour agrandir le festival et toucher un autre public. Ouais, c'était plus vénère l'année dernière, j'ai l'impression, effectivement, mais... Cette année, elle a plus laissé de part à la découverte aussi. En l'occurrence, nous, Softy et moi, d'Elevated, on a découvert The Wailing, on a découvert Bloodstar, on a découvert Strange Darling, on a découvert des films qu'on a quand même bien aimés et qu'on serait probablement pas allé voir si ça avait pas été programmé au pif, parce que de base, le film nous parle pas. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi, parce qu'il faut faire des choix dans la programmation d'un festival, on a choisi de pas voir You Are the Universe, parce qu'on savait que globalement, le truc nous parlait pas, et quand il fallait faire des choix, on a choisi de skipper cette séance. Mais au moins, ça laissait de la place à la découverte, et le PIF a réussi à être surprenant. De ce que je sais, ils ont fait x2 en termes de fréquentation, donc force à eux, bravo à eux. On espère que ça va continuer. Et plus jamais Mortel Raclette, les gars. Plus jamais François David. S'il vous plaît. Sophie, toi, ton bilan du PIF? Écoute, oui, comme le premier auquel on est allé, donc l'année dernière, j'ai passé un super bon festival. Encore une fois, merci à toute l'équipe du PIF, à la programmation, aux bénévoles. Vous avez fait un super travail. On a kiffé, et écoute, je pense qu'on y retournera l'année prochaine. Hein. Ça va devenir une petite habitude. Ça m'en a tout l'air. Toi, ton côté Max. Ah, tu parles de... Il y a deux Max, alors du coup, je suis un peu perdu. Il y a deux Max, en effet. Bien compliqué. Oui, super moment aussi. Super moment aussi, puis vraiment, bravo aux bénévoles, comme vous l'avez dit, bravo aux programmateurs, parce qu'on c'était
c'était quand même assez varié comme choix de film, mine de rien. Donc c'était hyper cool. Donc non, j'espère juste que je pourrai faire plus de films effectivement l'année prochaine. On croise les doigts. Si t'avais pas d'emploi aussi. Bah ouais, non mais j'ai besoin d'argent pour vivre, c'est insupportable. Rejoins-nous. Ça va pas, non? Deviens chômeur. Enfin. Promis, bientôt. Comme tout bon créateur de contenu. Attends, on a un travail, nous. Hein. Oui, moi aussi je travaille, t'inquiète pas. Je ne suis pas au chômage, je suis créateur de contenu. Tu vois, le classique. Tout à fait. On se sait. Amélie, ton petit bilan de ton côté. Eh ben écoute, très très bien. Agréablement surprise. Après, en tant que lyonnaise, on a les hallucinations collectives qui sont un peu les petites sœurs du PIF. Puisqu'il y a une partie des membres de l'équipe en commun et souvent il y a des films qui passent au PIF. Merci qui passent Cyril Despontin, directeur des deux festivals. C'est un peu notre... exactement, Cyril. On lui passe le bonjour. Donc on a souvent des films qui sont dans les deux festivals. Il me semble que les Alus, c'est un petit peu plus axé quand même cinéma zinzin. C'est moins grand public, les Alus. Il y a plus souvent des trucs un peu tarés ou bizarres. Que le PIF. Mais c'était une agréable découverte et puis j'espère, comme je disais, pouvoir revenir bientôt. Je finirai en confirmant que c'était l'éclate, que j'ai adoré aussi. Je remercie, puisque tu as déjà remercié en début d'épisode ceux qui nous ont accueillis, Amélie, mais j'en profite pour le refaire à la fin. Donc évidemment Cyril, le GOAT à chaque fois, Blanche Aurore Duo, attaché presse du festival, qui nous a beaucoup aidé, Amélie et moi, pour les interviews, qui a été adorable. Il a toujours été là, hyper sympa et tout. Ça va devenir un peu le rituel aussi de venir, je pense. Puis ça permet de voir les copains quand même. Ah, surtout. Non, parce qu'on s'est tous vus pendant le PIF, on a bu des bières ensemble, c'était vraiment ça le meilleur moment du PIF pour moi. Les films c'est cool, mais... Et d'ailleurs, ou des auditeurs, auditrices, puisqu'on j'en ai croisé quelques-uns, donc merci à celles et ceux qui sont venus dire bonjour. Ils se reconnaîtront. Notamment à ce mec qui est sorti de The Wailing et qui avait capté que... J'étais en train de chier dessus dehors avec Delevated, et il y a un mec qui a capté, qui arrive et qui fait « Alors Dario, il va aimer ou pas ?» Déjà, évidemment que non, il n'aimera pas, mais en plus, c'est marrant, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment top. Et j'espère revenir l'année prochaine. Et on va s'arrêter là, sur ces belles paroles. Ils ont peut-être des actus, nos invités. Et j'allais les lancer. Super. Merci Amélie. Bravo. Bravo. T'as tout gâché. Bon, vos actualités, c'est quoi? Ah mince. Bon allez, balancez vos merdes, là, vos chaînes de mes couilles, et on en parle plus. Et nous, on a notre chaîne d'Elevated Horror qui continue en 2025, il n'y a pas de problème là-dessus. Et la prochaine vidéo dans laquelle, par le fruit du hasard, nous avons un caméo de Max, Very Nasty Stories, qui vient faire un petit caméo dans notre prochaine vidéo. Mais non. Mais quel hasard, bien c'est gentiment. incroyable. Non, mais c'est... Parce que le sujet s'y prête et qu'on avait envie d'avoir Max dans notre vidéo. Du coup, on lui a envoyé un message, il a très gentiment accepté, donc j'espère que vous regarderez ça. C'est beau. C'est beau, les Avengers qui se forment au loin, là. Écoute, de toute façon, nous, on a besoin de rencontrer les gens en vrai, tu vois. Donc, on les rencontre en vrai au PIF et après, on fait des vidéos ensemble et tout va bien, on est potes. Toujours une bière, hop, ça part. En vrai. Voilà, non, mais voilà, c'était une évidence de faire ça. Et puis, voilà, nous, on repart sur 2 vidéos par mois, à peu près. Me prenez pas au mot pour les délais parce qu'on fait ce qu'on peut, et voilà. Merci de nous Le regard de Softie était génial. Je prenais pas au mot. Aucun mot, mais sachez qu'elle a fait. Ouais. Voilà. Non, mais ouais. On a nos délais, voilà. On a une vie. Oubliez tout ce qu'on a dit par rapport au planning. C'est un mensonge. Voilà. On a des idéaux, tu vois, qu'on aimerait atteindre, mais non, le planning, c'est de l'ordre de l'irréalisable. Par contre, et pour rejoindre une thématique du podcast, on va avoir une grosse vidéo sur le cannibalisme qui est déjà en début de production, et ça, ce sera probablement plus d'1 heure de vidéo sur le cannibalisme. Du coup, c'est bon ça. Voilà. Le bon strike YouTube, là, le bot, il va vous adorer. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on fait une version censurée, une version non censurée. Pour ceux qui nous suivent sur Tipeee, rejoignez-nous sur Tipeee. Et ça se fait de la thune, ça y est. Ok, d'accord. Ça y est, ça vote à droite. Tout à fait. Jean-Marie Le Pen est mort, c'est terrible, vous avez vu? Non. Attends. Je sais que tu vas couper ça. Oh oui. Voilà.
C'est bien évidemment une blague. De ton côté, Very Nasty Stories, l'actualité, ça dit quoi? Yes, et ben moi je suis sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je sors des vidéos quand je peux, mais c'est assez régulier mine de rien. Voilà, je parle de culture queer, toujours dans le cinéma d'exploitation, toujours. Et parfois je passe une tête dans des vidéos ou dans des podcasts, comme là ou comme chez Delevitate bientôt. Et j'en suis très très heureux et merci encore de m'avoir invité. Et c'était un épisode super cool. J'étais hyper content de parler au milieu entre vous. Mais merci. C'était un plaisir. Vous repassez quand vous voulez. Hein. Oui, vous reviendrez. On refera un truc dans la saison 3, tous ensemble, dans la joie, la bonne humeur. On se tient au avec courant. Toute la team. On a nos numéros. Oui. Moi, j'ai une actu aussi, Romain. Et ben, lance-toi. Oh. Et ben, c'est certainement sorti déjà, mais il y a le copain Romain Oulès qui m'a gentiment proposé d'être la voix de Red Sonja dans sa prochaine vidéo. Donc voilà, la pote de Conan le Barbare, pour ceux qui connaissent pas Red Sonja. Et du coup, il m'a gentiment demandé de donner ma voix pour Red Sonja. Yes. C'est certainement déjà sorti et allez voir. Parfait. Trop bien. Nickel. Un rôle qui te va bien. Trop bien. Grosse casseuse de gueule. C'était très amusant à faire. Ah ouais, tu m'étonnes. Est-ce qu'on a de l'actu, nous, chez Jamescare? Non, on est toujours en vacances. Quand ça sort, officiellement, officieusement, on a quand même bossé un petit peu en soum-soum sur la saison 3, puisqu'en bon CEO, j'ai pas réussi à me déconnecter à 100%. Donc il y a quelques échanges de mails à droite à gauche qui annoncent du lourd pour la saison 3. Quelques invités, quelques épisodes d'anniversaire, quelques partenariats, tout ça. On peut pas leaker, malheureusement, mais il se passe des choses en sous-marin. Franchement, profitez-en. Je sais très bien, pour discuter beaucoup avec toi, Romain, je sais très bien que tu travailles, quoi qu'il arrive, énormément behind the scene. Je peux pas m'en empêcher. Fais quelques siestes quand même. Quoi. Mais non, mais alors j'en fais. Mais alors, mec, encore un peu de repos. je redécouvre la joie d'avoir des soirées où j'ai pas à monter de podcast, où j'ai pas à gérer. En fait, on a une discussion de groupe Jamescare qui est tout le temps en ébullition. Amélie confirmera. Ouais. C'est incroyable. C'est une thérapie de groupe à chaque fois. Mais là, du coup, c'est plus calme, c'est plus zen. Mais tous en vacances, on est posé et ça fait du bien. Y a pas de, tu sais, le fameux. Mais on fait quel film la semaine prochaine là? Tu sais, c'est constamment ça. et là, ça fait trop du bien. Voilà. Mais je n'ose pas imaginer une conversation de 6 personnes pour se mettre d'accord sur un film. J'ose même pas imaginer. C'est un enfer. On essaie de... Il y a une parité, voilà, on jongle comme on peut. Mais voilà, mais la saison 3 s'annonce bien. On sera reposé, on sera frais, on aura des guests de fous, des films de fous et des événements de fous. Et on s'amusera tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et puis voilà. Et puis on se dit dans 1 mois et demi pour les auditeurs, et puis toute la team, on se voit bientôt, que ce soit en festival autour d'une bière, ou en vrai, ou en podcast. Avec plaisir. N'hésitez pas à suivre tous nos invités sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont aussi dans la bio. Et puis on se dit à rendez-vous fin février, début mars. Voilà. Portez-vous bien, bisous. Bonsoir. Des bisous. Bonsoir. Bisous.